T'as commencé par faire des petits achats, des petites reventes ou t'as vraiment été dans le trading dès le départ? Enfin, j'avais 15 ans quand j'ai commencé. Vraiment, j'avais pas d'argent, j'avais genre l'argent de Noël et de mes grands-parents et de mon anniversaire. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Avant de changer de boutique, tu faisais à peu près combien de chiffre d'affaires? Je crois que quand j'étais dans ma chambre, je faisais quelque chose comme 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, en un an, on fait x5. Et déjà bien dans une chambre, mais c'est de l'achat-revente. Donc, forcément, pour 2 millions, je sais pas, pour 2 millions de ventes, il doit y avoir 1 500 000 € d'achat, tu vois. Y a des peurs un peu au Moi, fond là, de toi? j'ai peur de regretter quelque chose. Dans le sens où j'ai peur de pas avoir fait les choses assez bien. Je veux pas revenir à zéro après avoir fait ces sacrifices-là. Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode de Stonks. Aujourd'hui, on va parler chaussures, on va parler godasses, on va parler du resell de sneakers. Et pour ça, j'ai fait venir un des experts, un des mecs qui s'est fait connaître depuis les dernières années sur les réseaux, mais pas seulement, parce que c'est aussi un entrepreneur en plus d'être un créateur de contenu. Et donc, j'ai Swave Kicks. Comment vas-tu, Hugo? Merci d'être avec nous. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation, merci de m'avoir saucé de fou dans l'intro, c'est magnifique, merci. Alors, on rigole parce que, bon, ce podcast, bien sûr, est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Mais il est tourné dans les conditions du réel sur Twitch. Or, il se peut que ce ne soit pas la première introduction. Il se peut qu'il y ait eu quelques bugs techniques et donc que dans la première fois, j'ai pas dit Swave, j'ai dit Suave déjà pour commencer. Il a massacré mon pseudo dès le début. et donc voilà. Mais on est reparti de zéro. Et donc ma première question, elle est hyper simple. C'est quoi ton métier, Hugo? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, moi je fais un métier un peu particulier qui est que j'achète et je revends des chaussures rares et limitées. Donc soit c'est des produits qui sortent en collaboration avec des artistes, des stars, etc. et qui sortent du coup en petite quantité, soit des coloris qui ont très bien marché, qui font qu'il y a une grosse demande dessus et qu'il y a une grosse demande à la revente également. Et en fait moi j'ai une boutique sur Paris, on achète, on revend les paires des gens, que ce soit du neuf ou de l'occasion, et on les remet en vente en boutique et sur le site. Une des particularités qui a fait que tu as été beaucoup suivi sur les réseaux, tu as plusieurs centaines de milliers de followers, soit sur TikTok, sur Insta, etc. C'est que une partie de ce moment de l'achat-revente, qui est quelque chose qui n'était pas forcément beaucoup montré sur les réseaux, toi, tu as décidé de le mettre en ligne. Ouais. Ça t'est venu comment cette idée? C'est quelque chose que tu as vu fait par exemple à l'international ou tu t'es juste dit ah bah c'est cool, je vais le montrer, c'est tombé par hasard? C'est quoi le point de départ là-dessus? Alors moi le point de départ de ça c'est que en gros je regardais beaucoup de ce qui se faisait aux États-Unis. Moi j'ai commencé à faire de la revente d'occasion qui se faisait pas du tout en France et ce qui se faisait beaucoup aux US. Et en fait aux US il y a plein de mecs qui négocient et qui filment leurs négociations en fait et qui les postent sur les réseaux. Et en fait en France ça se fait très peu parce qu'il y a un problème avec l'argent quand même au global. En France les gens ont du mal avec tout ce qui est argent, etc. Et en fait moi comme je trouvais que je le faisais de la bonne manière, c'est-à-dire que je faisais des marges qui étaient très correctes, j'achetais de manière correcte et j'assassinais pas les gens entre guillemets sur le rachat, ça m'a en fait donné la confiance de me dire moi je kiffe regarder ça aux US, viens je tente, on fait la même chose, j'ai le même métier, j'achète et je revends des paires, viens je tente, je fais la même chose, je mets une GoPro sur moi parce qu'à l'époque j'avais pas encore de boutique donc j'achetais en meet-up dehors devant des gares, etc. pour les plus anciens qui s'en souviennent. Mais du coup c'est comme ça que ça a commencé. En fait les gens ont vraiment bien aimé, je crois dans les 2-3 premières vidéos que j'ai postées sur TikTok où justement je filmais du rachat avec une GoPro, je crois qu'il y en a une qui a fait plus d'1 million de vues. Ouais, ça a pété direct? Ça a pété directement en fait, les gens c'était un truc nouveau qu'ils voyaient pas du tout et aujourd'hui ça se fait de plus en plus des gens justement qui filment leur travail au global, même je vois des gens qui sont des buralistes etc qui filment leur taf, ça se faisait beaucoup moins et en fait aujourd'hui les gens ils sont attachés à un personnage, à l'histoire de la personne et en fait du coup à partir du moment où ce que tu fais est un petit peu intéressant, que tu as une personnalité où t'échanges beaucoup avec les gens, je pense que les gens s'y intéressent et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Toi t'es assez jeune, t'as 22 ans. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es full-time sur ce job-ci de l'achat-revente? Parce que je sais pas si tu fais des études en parallèle, mais maintenant t'as ta propre boutique, donc j'imagine que non. Ouais. Mais t'as démarré quand le côté vraiment professionnel de ce business-là? Bah moi j'ai commencé au global, donc vraiment les toutes prémices de mon business c'était en 2020, j'étais encore au lycée et j'ai fait donc un bac+3 et donc je suis en full time depuis maintenant quasiment 2 ans en septembre. J'avais déjà ma première boutique et j'étais encore en alternance. Pendant 8 mois j'ai fait de l'alternance, j'étais à la boutique, en fait j'étais au travail ou en cours la journée et j'ouvrais le soir de 18h à 20h, c'était un peu ghetto mais c'est comme ça que ça a commencé. Et après en fait quand j'ai fait
mon bac plus 3, c'était un peu ce qui était négocié avec mes parents, entre guillemets, parce qu'eux, ils avaient peur de ce truc-là qui sont un peu éphémères, etc. Donc en gros, j'ai réussi à négocier avec eux de je fais un an, full time, on voit ce que ça donne, et à partir de ce moment-là, on fait le constat de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on retourne en cours. Bon, le fait est qu'on n'est jamais retourné en cours, mais, Ouais, mais voilà. ça a bien. Ça a bien marché, ouais. Franchement, ça a pris beaucoup plus qu'on l'imaginait, et donc franchement, c'est trop bien, tu vois. Toi, tu disais que, en gros, c'est un peu ton père, ou en tout cas, qui t'a mis dans la. En tout cas, c'est quelque chose qui vient depuis la jeunesse. Alors non, justement, c'est un peu l'inverse. C'est que moi, de base, quand j'étais petit, je portais très peu de chaussures. Ok. Dans le sens où, en gros, mon père, de base, m'achetait des paires pour que je les bousille. Ouais. En gros, comme j'étais très footeux, jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait du foot de mes 5 ans à 17 ans, 50 entraînements par semaine, etc. Donc je faisais beaucoup de foot, et donc dans la cour, je défonçais mes chaussures. Donc, en gros, il en avait marre de m'acheter des paires chères tous les 6 mois. Donc, du coup, en fait, il m'achetait une paire de Samba qui était solide et qui tenait bien. Et en gros, je faisais un an et demi avec, je la bousillais. Et après, je lui me rachetais une nouvelle. Et en fait, c'est pendant le confinement où j'ai un de mes meilleurs potes qui a commencé à vraiment s'intéresser à l'univers de la sneakers, etc. Et j'étais en mode, moi, c'est pas mon monde. Tu vois, et on rigolait, on disait, parce que de base, on parlait des Jordan 1, etc. On disait, ça va pas m'aller, des montantes, etc. Enfin, ça va pas m'aller, tu vois. J'étais un petit gringalet, 15 ans, tu mets des paires de Jordan montantes, je me disais, ça va être bizarre, tu vois. Et en fait, au final, avec le temps, j'ai fini à m'intéresser, à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube pendant le confinement, parce que forcément, pendant le confinement, quand t'es lycéen, t'as du temps. Et donc, du coup, ouais, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube. C'est qui les inspirations? J'ai beaucoup regardé Vince, Tonton Gibbs, La Routine, Camino énormément au début. Et après, beaucoup aux US, notamment, il y a l'un des mecs que j'ai le plus suivi, qui même mon pseudo initial, il vient de là, c'est Rare Kicks, qui malheureusement a un peu arrêté, mais qui en gros rachetait des paires et qui les revendait aux US à Los Angeles. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. T'as commencé par faire des petits achats, des petites reventes, ou au départ juste t'achetais et tu voulais collectionner, ou t'as vraiment été dans le trading dès le départ? En fait, ça s'est un peu quasiment fait en même temps, grosso modo. Moi, j'ai 15 ans, enfin, j'avais 15 ans quand j'ai commencé, donc j'avais pas d'argent de côté. Je crois que j'avais fait, même pas, je crois que j'avais pas encore fait mon premier taf d'été à ce moment-là. Donc vraiment, j'avais pas d'argent. J'avais genre l'argent de Noël et de mes grands-parents et de mon anniversaire. C'est tout. Moi, j'ai jamais trop eu d'argent de poche de la part de mes parents, donc j'avais vraiment pas d'argent pour acheter mes paires. Et en fait, du coup, avec mes 100 ou 200 euros qui me restaient, plutôt que de m'acheter des paires et les bousiller justement, et les porter, en fait, j'ai commencé à en acheter pour en revendre, et je me disais qu'avec ce bénéfice-là, je pouvais m'acheter mes propres paires. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Et à quel moment ça s'est accéléré? Parce qu'au moment où tu te mets à faire donc ces fameuses vidéos de trading, hein, tu le dis, tu prends une GoPro et puis tu vas filmer ta négociation. Là, tu es déjà à ce moment-là dans une phase où tu as professionnalisé un peu le truc. Au tout début, franchement, non. Au début, moi, pendant. Allez, parce que la phase où je rachète avec la GoPro, c'est vraiment 1 an et demi, 2 ans après que j'ai commencé, grosso modo. Moi, au début, ce que je montrais sur YouTube pour les tout premiers qui nous suivaient, c'est j'étais dans ma chambre, j'achetais des paires sur Vinted, je montrais ce que j'avais acheté, je les nettoyais et je les remettais en vente. Et en fait, on faisait une petite série où, genre, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on actualisait un peu. Et l'objectif, c'était de monter avec un palier. En gros, on partait de 100 euros, on montait à 1000 euros, et il fallait acheter des paires et les Ok. revendre pour monter à 1000 euros. Quand est-ce que ça s'est accéléré? Je dirais que c'est justement le moment où j'ai commencé à faire des vidéos en direct, enfin, pas en direct, mais des négociations en direct justement avec ma GoPro. Là, les gens ont commencé vraiment à kiffer. Ça se faisait pas du tout en France, ou du moins très très peu. Et c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Donc c'était à peu près, je dirais, 1 an et demi, 2 ans après que j'ai commencé l'activité. Et à quel moment ça devient une boutique? Parce que là, donc, tu as une boutique aujourd'hui vers Châtelet qui est assez belle. En plus, tu as bien communiqué tu sens qu'il y a un bel investissement sur le design et Ouais, tout. C'est carrément. vraiment très joli. Mais avant ça, tu avais une boutique. Je me souviens, on la voyait. Elle semblait plus compacte, Elle était, plus compressée. Comment ça s'est passé là-dessus? Déjà, elle était où cette première boutique? Comment tu l'as ouverte, etc. Alors la première boutique, du coup, on l'a ouverte à Vincennes. Je dis on, mais en vrai c'est moi, hein. Je l'ai ouverte à Vincennes, j'étais tout seul à l'époque pour le coup. Je l'ai ouverte en 2023, donc ça faisait à peu près 3 ans que je faisais de la revente. Et en fait, on est parti d'un postulat simple qui était que, quand je dis on, c'est parce que mon père m'a beaucoup accompagné et m'a beaucoup suivi sur comment est-ce qu'on peut faire pour rendre le truc légal et que ça marche bien sur le long terme. Mhm. Il s'en foutait entre guillemets de si je faisais des sous ou pas. Il disait je veux juste pas que t'aies de problème, tu vois. Et donc du coup, en gros, il m'a beaucoup accompagné sur ça. Et en fait, on s'est posé, on a fait un business plan. Et en gros, la boutique me coûtait pas si cher, dans le sens où j'avais pas de droit au bail pour ceux qui connaissent un peu l'immobilier de commerce. Et en fait, le loyer était à 1600 euros. Et moi, la boîte générait déjà, je crois, 1800 euros de bénéfices par mois. Ok. Et en fait, on avait fait le pari de si j'ouvre la boîte et qu'on fait les mêmes stats, dans tous les cas, je suis pas rentable parce que ça sert à rien, j'ai travaillé dans le vent, mais entre guillemets, je peux m'en sortir. Tu peux pas perdre d'argent. Je perds pas d'argent, exactement. Et en fait, on est parti de ce postulat en se disant je pense que la boutique va m'apporter plus. Donc c'est un pari, on va voir ce que ça donne. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai ouvert la boutique en décembre 2023.
Et c'était à Vincennes, ça faisait 20 mètres carrés. Donc vraiment, c'était tout petit, c'était quasiment une chambre, hein, le truc. En sachant que dans les 20 mètres carrés, tu comptes la réserve, les toilettes. Donc c'était vraiment pas grand. Je pense que la boutique en tant que telle, elle devait faire 15-16 mètres carrés par là. Et en fait, c'était vraiment 4 murs blancs avec des murs sur les. Enfin, avec des paires sur les murs. Mais moi, c'était déjà le rêve, tu vois, j'avais ouvert mon shop. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a permis après de faire les vidéos rachats comme on le fait actuellement. Et qui m'a vraiment permis de décoller, entre guillemets. En plus, tous les gens qui nous suivaient de base, tu sais, c'est un peu la success story du mec qui ouvrait une boutique qui ouvrait une boutique à 19 ans. En fait, tous les gens qui me suivaient, du coup, ils étaient grave investis Bien et t'as vraiment ce truc-là communautariste parce que du coup, bah, les gens étaient grave contents pour nous, tu vois, donc c'est trop bien. Et si on rentre un peu dans les chiffres, je sais pas à quel point t'es plutôt Pas de confidentiel ou sur les chiffres ou plutôt ouvert. J'ai l'impression que t'es ouvert, mais, Ouais, moi, j'ai aucun mais, souci mais, avec mais ça, je, pour mais le je coup. préfère demander, tu Ouais, vois. carrément. Tu dis que bah voilà, ça coûtait 1600 euros par mois et t'as changé de boutique, t'as changé de taille. Donc je pense que c'est que ça s'est très bien passé. Peut-être Ouais. que la boutique de 20 mètres carrés, elle est devenue trop petite. Carrément. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que ça représentait en chiffre d'affaires? T'as lancé en 2023, donc on va dire 2024, 2025. Avant de changer de boutique, tu faisais à peu près combien de chiffre d'affaires? Bah, Ça représente combien de marge? sur l'année 2024, donc on va dire que après un an avoir ouvert la boutique, je crois qu'on était aux alentours des. Je veux pas dire de bêtises, parce que 2025, je sais pertinemment, en 2025, on est à 2 millions et quelques. En de chiffre d'affaires. 2025, t'as fait 2 millions de chiffre d'affaires. Ouais, exactement. 2 Et là, millions. t'étais encore dans la boutique de 20 Là, mètres j'étais encore dans carrés. la boutique de 20 mètres carrés, exactement, en sachant qu'on a fermé pendant 2 mois quasiment. Mais 2 millions et demi en 2025, et je crois que 2024, c'est la première année, on fait plus d'1 million, on fait 1 million 20 000, un truc comme ça. Mais donc, t'es passé de littéralement ta chambre Ouais. à faire 1 million, plus d'1 million de chiffre d'affaires dès ta première année de boutique Ouais, carrément. et 2 millions et demi de chiffre d'affaires Ouais. sur 20 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qui est dingue, c'est que je pense la rentabilité au mètre carré, je crois qu'on peut pas faire mieux, vraiment. Mais Pour le c'est coup, choquant. c'est exceptionnel. Mais parce qu'en fait, j'étais dans un business model où, entre guillemets, la taille de la boutique influait peu, parce que je vendais 95% de mes ventes, c'était en ligne, en fait. Mmh. Donc moi, la boutique, c'était vraiment un espace où les gens venaient me vendre leurs produits. Et limite, il y avait des moments où je perdais mon temps en boutique parce qu'il se passait rien, en fait. Donc j'étais là et je perdais 20 minutes juste à attendre que des clients viennent. Là où je me dis, mince, putain, c'était juste un entrepôt. Bah, en fait, moi, j'aurais du temps pour faire autre chose, de la com, etc. Mais ouais, c'était vraiment dingue parce qu'en fait. Ouais, moi, avant d'ouvrir la boutique, je crois que quand j'étais dans ma chambre, je faisais quelque chose comme 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, en un an, on fait x5. Donc, alors, ce qui est déjà bien dans une chambre, mais c'est vraiment exceptionnel. Après, il faut remettre en perspective c'est de l'achat-revente. Donc, forcément, pour 2 millions, je sais pas, pour 2 millions de ventes, il doit y avoir 1 500 000 euros d'achat, tu vois. Mais c'est quand même des beaux chiffres. Et c'est juste fou, voilà, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent plus de millions en 2025, c'est pas plus de millions, les gars, je pense, parce que l'EBITDA, pour ce que ça parle, je pense qu'on doit être à peu près 10%, donc ça reste exceptionnel, tu vois, mais pour le coup... Ouais, bien sûr, parce que c'est l'achat-revente. Donc là, on parle de chiffre d'affaires. C'est Attention, hein, chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. Et puis surtout, bah, derrière, tu as les achats de marchandises qui sont là dans ce modèle assez je pense, conséquent, ouais. des conséquents. Tu parlais de 2 millions et demi de chiffre d'affaires, 1,5 million d'achat de marchandises. Donc, Ouais, je pense à peu près. on voit à peu près. Et in fine, le bénéfice, c'est autour de 10%. Ouais, c'est ça, exactement. C'est autour de 10%. Et ces fameux 10%, ça après ton salaire ou... Ouais, moi, entre guillemets, le salaire, je le compte dedans. Après, il faut savoir que mon salaire, j'ai commencé à me payer que quand j'ai quitté l'alternance. Donc, ça faisait déjà un an quasiment que la boutique était ouverte. Parce que j'avais mon salaire d'alternance, j'avais pas besoin, entre guillemets, de salaire. Et ouais, moi, je comptais dans l'EBITDA des 10%, je compte toutes les charges. Après, il faut savoir que la majorité, on l'a quand même réinvesti dans la boutique, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais ouais, c'est à peu près ça. Et donc, ensuite, on va rentrer dans le détail de ça gagne combien par chaussure et tout, parce que ça, vraiment, ça m'intéresse. C'est un mode que je ne connais pas du tout. Ouais, carrément. Donc, je te pose vraiment les questions un peu, comme on dit, en béotien, c'est-à-dire vraiment, j'ai besoin de comprendre parce que ça me paraît fou. Déjà, les chiffres m'impressionnent beaucoup. Tu as 2,5 millions sur 20 mètres carrés, même si tu vends beaucoup en ligne, c'est quand même très, très impressionnant. Ouais, bien sûr. Et pourquoi tu fais donc le changement de boutique? Et ça représente quoi un peu cette stratégie de changer? Et c'est quoi un peu l'ampleur de la nouvelle par rapport à la première? Tu vois, c'est quoi la taille, etc. Bah, il faut se dire du coup que l'ancienne boutique c'était 20 mètres carrés située à Vincennes, pas centrale dans Vincennes. C'est-à-dire qu'on était pas loin de la gare, etc. Mais on n'était pas du tout dans la rue des commerces. Moi, j'ai quand même une perspective long terme sur tout ce que je fais. Je fais rarement des choses très court terme. Et je me dis, moi, dans le long terme, qu'est-ce que je veux que ma boutique devienne? En fait, je veux que j'ai plusieurs shops dans les grandes villes de Paris, situées dans les centres-villes. Et en fait, ça passait par le fait d'ouvrir vraiment une boutique qui, entre guillemets, la boutique de Paris aurait été faite. C'est-à-dire qu'on changera plus, si tout se passe bien normalement, il n'y aura pas d'autres boutiques Paris. Et en fait, on s'est dit, bon, on veut amener ce nouveau truc d'expérience client, d'expérience en boutique, etc. L'autre sujet était que je voulais recruter mes potes. J'ai recruté ma copine, j'ai recruté la sœur de ma copine, j'ai recruté mes 2 meilleurs potes. Ok. Donc j'ai recruté tout mon entourage. Là, c'est vraiment en etc. famille, là. Exactement. Et donc je voulais vraiment pouvoir ramener tout le monde, mais que moi, entre guillemets, ils aient des choses à faire, donc que ce soit logique de les recruter.
Je voulais qu'il y ait une expérience client qui soit meilleure, parce que dans 20 mètres carrés, à la fin, quand t'as 900 paires dans 20 mètres carrés, c'est le bordel et l'expérience n'y était plus. Pour ceux qui sont peut-être passés à Vincennes et qui venaient et qui avaient des boîtes qui tombaient toutes les 4 secondes, ça faisait le charme, mais c'était pas professionnel, c'était pas sérieux. Et donc, j'avais vraiment cette ambition de construire quelque chose de plus grand, d'autant plus qu'on est dans une conjoncture du marché de la sneakers qui est pas exceptionnelle. Ouais. Honnêtement, le marché de la sneakers baisse énormément, mais ce qui pour nous est une très bonne opportunité parce que du coup, tous les shops ferment. Il y a beaucoup de shops qui ferment, ce qui fait qu'il y a peu d'acteurs. Donc, les gens, s'ils veulent acheter leur paire, ils ont 2-3 choix, entre guillemets. Donc, pour nous, comme on était déjà bien positionné parce qu'on fait des bons prix, on a déjà toute la supply chain, donc les gens viennent nous vendre leur paire, etc. En fait, pour moi, il n'y avait pas vraiment de risque. Et en fait, on est parti du même postulat de la boutique génère tant actuellement, la nouvelle boutique va nous coûter tant, ce qui en plus, ça n'est pas très cher, ça les gens le savent, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais j'ai pas eu de droit au bail et le loyer me coûte que 4 500 € par mois dans la nouvelle boutique pour 150 mètres carrés en plein centre de Paris, c'est vraiment rien. Tu vois, je suis perpendiculaire à la rue du Temple, en face de Pompidou. La rue du Temple, si tu prends la même surface, t'es à 20-30 000 € de loyer, tu vois. Ok, d'accord. Donc honnêtement, c'est vraiment pas grand chose. Comment t'expliques d'avoir cette opportunité dingue? La rue où je suis placé, les gens en ont très peur. Les commerçants en ont peur. En fait, c'est la rue Beaubourg. Donc, la rue du Renard, c'est la fin de la rue Beaubourg. Et en fait, c'est quasiment l'autoroute de Paris. En fait, c'est vraiment une double voie. T'as peu de passants. Les gens vont faire leurs courses vraiment dans la rue parallèle. Et en fait, nous, on savait qu'on aurait beaucoup de monde qui viendrait parce qu'on est présent sur les réseaux. Je suis pas une star non plus, mais on avait du monde sur les réseaux. Et du coup, on savait que ça amènerait du monde. Et on s'est dit, je pense qu'on va créer une habitude de passage. Il y a Arte, Stussy, Suprême qui sont pas loin à côté, qui sont des boutiques vers lesquelles nos clients vont. Et en fait, du coup, on serait juste dans le chemin de passage. Et en fait, nous, on a beaucoup négocié le loyer pour être transparent. Elle est affichée, je crois, à 7 500 € hors taxe le loyer. Ah oui, t'as fait une sacrée négo. Et j'ai négocié à mort parce qu'en fait, j'ai appris par l'agent immobilière qui s'est un peu tué elle-même qu'en gros, les deux boutiques collées appartenaient au même propriétaire et les deux boutiques étaient vacantes. Et en fait, moi, j'ai négocié avec les propriétaires en leur disant, nous, on vient. On met beaucoup de travaux, on va amener une habitude de passage, il y a du monde qui va venir. Votre boutique, quand je viens, je suis sûr que dans l'année que je viens, elle est louée. Ok. Et ils ont dit, ouais, moi j'ai fait une offre, j'ai allumé, j'ai fait une offre, je crois, à 3 500 € Ah, ok, mois. ouais. Moi j'ai allumé, je savais qu'ils me diraient non, mais j'ai vraiment allumé et ils m'ont dit non. J'ai dit, ok, bah vous avez mon offre, revenez vers moi. Un mois plus tard, ils reviennent vers moi en me disant, bon, comment on peut négocier? Est-ce que votre offre nous intéresse? Mais faisons les choses plus proprement. Et là, tu vois, on a fait du coup un truc où je suis à 4 500 € de loyer, ça passe à 5 000 € à partir de mai et ça bougera plus. Donc voilà, on a bien négocié là-dessus. T'as bien négocié. On a bien négocié et en fait du coup on s'est retrouvé avec une boutique, pas une belle boutique parce que l'espace était bien mais la boutique n'était pas très belle initialement. On avait un très bel espace, très bien placé dans Paris. Donc on s'est dit à partir de ce moment-là, comment on fait pour faire une boutique où les gens se disent ok, il faut que j'y aille. En gros, on voulait l'effet vraiment waouh quand tu rentres dans la boutique. Et je compare ça à Kiss. Vraiment, moi, quand je rentre dans Kiss Paris, qui a rien à voir, c'est huge Kiss, c'est énormément de monde, etc. Mais je voulais vraiment un aspect un peu exceptionnel quand tu rentres dans la boutique et que les gens aient envie de venir, que ce soit un passage vraiment incontournable. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Je sais pas si t'as vu, on a fait la boutique par Vince, du coup, qui nous a fait la boutique, qui nous a fait une masterclass. Et en fait, ça s'est fait assez simplement, qui est qu'il a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube où il rénovait une pièce de sa maison. Je crois que c'était son garage pour en faire un bureau. Hyper bien monté, comme il sait le faire, etc. Et avec ses équipes. Et en plus ça, les matériaux choisis, je trouvais que c'était très pertinent. Et en fait, avec ma copine, on a regardé la vidéo, on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on lui envoie un message. Et hasard de ouf, c'est genre 2-3 jours après, je reçois un message sur WhatsApp. Salut mec, c'est Vince, il avait eu mon numéro par une connaissance en commun, Matuzumaki le boss, si tu passes par là. Et en fait, il me dit salut mec, j'espère que tu vas bien. Je sens ta boutique, ça a l'air de s'étendre un peu et tout. Si jamais tu ouvres quoi que ce soit, n'hésite pas, pense à moi, tu vois. Et en fait, je lui ai dit mec, c'est dingue parce qu'en gros, on est en train d'ouvrir, je suis en train de signer un truc. Viens, on se calme, on se rencontre, tu vois, et on voit ce qu'on peut faire, tu vois. Et on s'était déjà vu de base pour du rachat. Et en fait, ça a bien matché, ça a bien collé. Ils m'ont tout refait, du coup, ils m'ont refait donc la DA, ils m'ont refait, même ils ont changé le pseudo, parce que de base, le pseudo c'était Swave Kicks. Maintenant, c'est juste Swave. Ouais. Parce que Swave Kicks, c'est Ils dur t'ont à fait dire une Facebook, retire le the devant. Et, exactement. En fait, Swave Kicks, c'est dur à dire pour tout le monde. Une fois que tu le sais, ça va, mais quand tu le sais pas. Tu sais que moi, comme un golemon, parce que donc je te suis quand même depuis pas mal de temps et puis tu m'as pris moi sur les vidéos de négo et tout parce que je trouve ça vraiment des barres de montrer la négo, je trouve ça vraiment marrant. J'étais convaincu que c'était Swave Kids. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient ça. Tu sais que j'étais convaincu que c'était Swave Kids et ça fait ça fait peu de temps, c'est en live qu'un mec me dit mais mec, c'est pas Swave Kids, c'est Swave Kicks. Ouais, mais les gens me disaient ça, moi ça me rendait ouf Swave Kids, je me disais en mode waouh, je suis pas un gosse, tu vois, lâchez-moi, tu vois. Après ça joue aussi avec comme tu fais jeune, donc t'es jeune et tu fais jeune. Bien sûr. Il y avait vraiment ce côté en fait c'est un peu tu sais les jeunes qui viennent péter le game de la sneakers. En fait pas du tout, c'est Kicks, mais bon voilà. Ouais, carrément, c'est un petit mais donc pour éviter toutes ces confusions, on s'est dit, enfin c'est eux qui nous ont proposé vire le Kicks et moi j'y avais même pas pensé, ils m'ont dit en vrai bonne propale. Et après ils nous ont fait donc toute la DA de la boutique, donc les couleurs, donc le vert
verre qu'on utilise beaucoup, le bois de noyer qu'on a dans la boutique, le métal brossé, etc. Ils nous ont fait quelques propales, on a fait quelques ajustements et en fait ça a rendu cette boutique qui pour nous est juste hyper fonctionnelle déjà et qui est magnifique. Tu vois. Non, allez voir, si vous nous écoutez ou vous nous regardez, allez voir la boutique sur les réseaux parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est à peu près combien de travaux? Tu vois, tu nous as parlé de combien coûte le loyer, Ouais, pas de bien droit au sûr. bail et tout. Et je te remercie pour ta transparence, parce que c'est aussi comme ça, à mon sens, qu'on peut aider des gens à découvrir c'est quoi le business ou l'entrepreneuriat, c'est aussi d'être transparent sur les chiffres. Bien sûr. Et en termes de travaux, ça représente à peu près quoi? Je crois qu'en tout et pour tout, on est sur une enveloppe hors taxe de plus de 300 000 euros, un peu plus de Ah ouais, 300 ok, 000 euros, d'accord. je crois qu'on est à 310, 320. Donc t'es à 2000 euros le mètre carré, Exactement. ce qui est un Ce qui gros est morceau un gros pour. chantier, mais en même temps, il y avait honnêtement tout à refaire. On a aussi des galères de chantier, on a eu un dégât des eaux qui n'était pas prévu, on a eu une clim qui nous a lâché, donc une clim c'est 30 000 balles. Enfin, c'est que des trucs comme ça où malheureusement on a joué de malchance. Là, pour le coup, j'ai dû aller voir la banque en leur proposant le projet, mais l'avantage c'est que comme on avait déjà une boutique qui marchait très bien dans 20 mètres carrés, ils nous ont suivis assez facilement, honnêtement. Plus moi, l'argent qui restait sur la boîte. Et c'est ce que je disais dans une interview avec Camino il n'y a pas très longtemps, qui est que en fait, nous on a ouvert la nouvelle boutique avec zéro. J'étais vraiment en slip quand j'ai ouvert. Ah, Qui est que on avait notre stock, ok, notre boutique, et il me restait 20 000 euros pour la session rachat la semaine d'après. putain. C'est-à-dire que j'étais vraiment en slip, en sachant que derrière, j'avais. On était 6 à l'ouverture de la boutique, 6 employés. Donc, tu sais, c'est la pression. En plus, c'est tes potes, Bien sûr. c'est ta famille et tout. Donc, ça met une sacrée pression, mais. On y allait en disant que, en fait, on prend les mêmes et on recommence. Genre, c'est la même chose, juste c'est plus grand. Et Ça fait combien de temps que ça a ouvert? on a ouvert en janvier, le 17 janvier. Donc ça fait à peu près 4 mois, enfin t'as fini Ouais. ton 4e mois d'exploitation. Ouais, carrément. Niveau chiffres, C'est dingue. ok. C'est juste fou, franchement. Honnêtement, nous, on visait, parce qu'on savait qu'on pouvait pas maintenir une croissance pareille de fois 2,5 tous les ans. On visait aller entre 3 et 4 millions de chiffre d'affaires. Pour la première année, Pour ouais. la première année d'ouverture. Là, on est sur des mois entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est. Ok, t'as un track pour faire. Tu pourrais faire 5 Je millions. pourrais faire 5 si vraiment la fin de l'année se passe bien. Ok, wow. Tu vois donc, Wow. donc, ça se passe très, très, très bien. Honnêtement, on en est très content. C'est des chiffres qu'on donne moins aujourd'hui. Maintenant, là, tu vois, la situation s'y prête, donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais on le donne moins parce que les gens s'y prêtent, enfin, le comprennent moins. Mais c'est vrai que c'est des trucs où on est hyper fiers et quand tu prends un peu de recul, c'est dingue. Mais ouais. Si tu fais à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, imaginons ça, c'est quoi la répartition entre le chiffre d'affaires que tu fais dans la boutique et le chiffre d'affaires que tu fais en ligne? Parce que tu as toujours la partie web, e-commerce, on Ouais, va bien dire, sûr, carrément. qui marche très très fort. Ouais. C'est quoi à peu près la répartition grosse maille des deux espaces? Grosso modo, actuellement, alors c'est même 3 espaces. En fait, nous, notre système, il est assez particulier. Donc, on a la boutique où on vend nos produits. Mhm. Ensuite, elles sont mises sur le site au bout d'une semaine. Et au bout de 6 semaines, ce qui n'est pas vendu pour éviter d'avoir des invendus, est mis aux enchères sur Whatnot. Et en fait, ça fait que il y a vraiment 3 canaux de vente. Je dirais qu'on est à peu près à une 30-35% de nos produits qui sont vendus en boutique, ce Ok. qui est déjà pas mal, tu vois. On a à peu près 20% de nos produits qui sont vendus aux enchères. Et le reste, la cinquantaine de pourcents restants, c'est sur le site. C'est quand même très très impressionnant les chiffres que tu évoques. Automatiquement, je me pose une question qui est ça donne l'impression que tu as commencé vraiment dans ta chambre et que tu vois limite tu sais, si je fais un peu le cliché, c'est j'ai fait un travail d'été, j'ai mis de l'argent, j'ai mon pactole a un peu grossi, Ouais, ensuite carrément. j'ai ouvert une boutique, etc. Il y a eu un moment une aide financière externe, que ce soit des parents, que ce soit de la banque, parce que il faut quand même du cash flow pour racheter puis revendre. Bien sûr. Il y a eu une aide quelque part financière? Alors la seule aide que j'ai eue de la part de mes parents, qui est à l'ouverture de la première boutique, ils m'ont prêté, c'est pas ils m'ont pas donné, ils m'ont prêté, parce que je sais que c'est un truc qui fait parler beaucoup les gens, et j'ai vraiment une reconnaissance de dette de ça. On a été chez le notaire pour faire ça, ils m'ont prêté 25 000 euros si j'ai pas de bêtises, Ok. ce qui est franchement une belle aide, mais c'est ce que je dis souvent en live, c'est qu'honnêtement si j'avais été à la banque, ça se serait fait, juste ça aurait été plus compliqué, et c'est ce qu'on disait, c'est que moi je préfère rendre plus à mes parents que de rendre plus à la banque. Donc en fait, on a fait vraiment ce truc-là. Mes parents m'ont dit, nous, on est prêt à te suivre sur ça si tu nous montres le truc, enfin que ça va fonctionner. Donc on a fait le business plan, etc. Et en fait, ils nous ont prêté du coup donc les 25 000 euros qui m'ont permis donc de faire les travaux en fait dans la boutique que j'avais à faire, notamment la réserve qui était une catastrophe et que j'ai dû complètement réparer. Et je vois dans le chat ce qu'ils disaient. Alors oui, c'est 25 000 euros sur intérêt, donc c'est vraiment l'avantage de passer par mes parents, qui était qu'en fait, si demain j'avais un problème, je pouvais rembourser 25 000 euros à mes parents sans intérêt. Sauf que c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne les ai pas encore remboursés actuellement, qui est que je veux pas leur rendre 25 000 euros, c'est pas Ouais, leur intérêt. Je veux rendre plus, tu vois. c'est presque des investisseurs au final. Ouais, exactement, tu Ok. vois, carrément. C'est ce qu'on appelle du love money dans le business, en tout cas dans le monde des startups par exemple. C'est ce qu'on appelle du love money. Exactement, on s'est posé la question à un moment donné de leur donner des parts. Ouais. Et en fait, j'étais pas à l'aise avec ce truc-là. Mon père l'a compris assez rapidement. Et il m'a dit, ok, nous, ça nous dérange pas.
on te fait une reconnaissance de dette et t'as 9 ans pour nous rembourser. Et si c'est pas indiscret, et une fois de plus, ne te force pas à répondre, c'est quoi les métiers de tes parents? Parce que j'ai l'impression que, en plus de cette aide, de ce prêt, hein, parce que c'est un prêt que tu évoques, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'accompagnement un peu business, ou en tout cas, tu vois, ils te poussent, c'est quoi le business plan? Enfin, tu vois, il y a un côté un peu structuré. Ouais, carrément. C'est quoi leur type de métier? Ça leur vient d'où, ces compétences aussi? Alors, ils sont pas réellement entrepreneurs. Mon père était à son compte pendant un moment, mais il n'est pas vraiment entrepreneur. En fait, ma mère est clerc de notaire, donc c'est l'assistante entre guillemets du notaire. Et mon père travaille dans l'IT, il est directeur informatique, et enfin, il a été directeur informatique, et aujourd'hui, comment t'expliquer, enfin, je saurais même pas comment t'expliquer exactement ce qu'il fait, mais en gros, il travaille dans l'IT, et aujourd'hui, il travaille sur pas mal de solutions IA, ce qui sont les sujets du moment. Et en fait, donc, mes parents ne sont pas réellement entrepreneurs, mais ils ont dans leur entourage beaucoup de gens entrepreneurs, et donc ils étaient assez formés sur le sujet entre guillemets pour me conseiller de bien faire les choses, prendre un avocat pour faire les statuts, chose que je savais pas du tout, tu vois. Et là, c'est l'une des vraies chances que j'ai eues, qui est que en fait mes parents avaient des connaissances dans le milieu, avaient aussi des contacts qui eux étaient vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat, et qui du coup ont pu m'accompagner sur ce truc là. Si on prend un peu de hauteur et qu'on se parle du marché un peu de la sneakers, c'est un marché qui allait super bien et qui, je crois, en fait, va toujours bien parce que, en gros, les ventes de baskets, hein, parce que c'est de ça dont on se parle, hein, c'est les baskets, continuent de grandir quand même. Mais j'ai lu pas mal d'études pour me renseigner un petit peu en amont de cette interview, de ce podcast, sur le fait que ça va un petit peu moins bien, comme s'il y avait une forme de ralentissement, de tassement. J'ai vu par ailleurs qu'il y avait une grosse plateforme qui s'appelle With The New, française, un peu start-up, qui avait levé pas mal d'argent, qui a été en liquidation, même si ça a été récupéré derrière. Ouais, bien sûr. Tu peux nous raconter un petit peu, toi, ta perception de ces différents moments, quand ça allait bien, pourquoi ça allait bien, là maintenant que ça va un peu moins bien, qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur de manière générale? Moi, le meilleur exemple que je peux donner, qui est un exemple qu'on a eu plus récemment, c'est les cartes Pokémon. C'est la même chose. Honnêtement, c'est juste que les sneakers, tu les portes, les cartes Pokémon, tu les gardes dans une sleeve, mais c'est vraiment le même phénomène, entre guillemets, c'est que tu as plein de gens, souvent des influenceurs, etc., qui s'y sont intéressés, qui en ont parlé à leur communauté et à leur audience, qui a fait que, alors je crache pas sur ceux qui étaient déjà de base dedans, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le milieu depuis très très longtemps, bien évidemment, et donc c'est comme les cartes Pokémon, il y a bien évidemment une base dessus, mais en fait, donc, cette base-là a permis qu'il y a eu des collaborations sympas avec Nike, qui a permis à des influenceurs et plein de gens influents du milieu de s'y intéresser, notamment, tu vois, l'un des plus gros influenceurs de la sneakers de ces dernières années, c'est Travis Scott, parce qu'il a fait un nombre de collabs incalculables qui ont tout pété, et si tu veux prendre quelqu'un qui n'est pas influenceur de base, mais qui a très bien marché, c'est Virgil Abloh, qui, pareil, a complètement changé, je trouve, la manière dont la sneaker s'est consommée et achetée ces dernières années. Mais en fait, les gens se sont vraiment intéressés à ça, de la manière qu'ils s'intéressent à une carte Pokémon, il y a eu des collaborations sympas, des coloris sympa, et en fait c'était devenu à la mode en fait d'avoir une paire stylée que tu t'accordes avec ta tenue, etc. C'était à la mode aussi d'avoir la même paire que ton influenceur ou que ta star préférée, les gens kiffaient en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça vient aussi du fait que je pense que tu as le Covid en fait, qui a beaucoup aidé. Les gens ont eu beaucoup d'argent d'un coup parce que ils sortaient plus de chez eux, donc ils ont eu de l'argent, donc ils avaient de l'argent à dépenser. Et donc du coup, forcément, c'est des produits qui sont chers. On est quand même sur pas mal de produits qui valent en moyenne 250-300 euros, ce qui reste vraiment un produit pas facile d'accès pour tout le monde. Et en fait, du coup, ça a permis vraiment d'ouvrir plus de portes à tout le monde. Et en fait, les gens s'y sont intéressés de cette manière-là. Pourquoi ça a redescendu de la même manière que c'est un phénomène de mode, comme tout. Ouais. Donc en fait, forcément, les gens qui étaient là dans la culture du moment, etc., forcément, ils sont passés un petit peu à autre chose. Je pense aussi que Nike, qui était l'un des plus gros acteurs de ce milieu-là, a un peu raté le coche, dans le sens où ils ont visé l'argent court terme que à la stratégie long terme. Et en fait, ils ont commencé à sortir beaucoup trop de produits trop régulièrement, avec beaucoup trop de quantité. Ce qui fait que, en fait, ils sont vraiment passés trop vite du moment où les gens étaient frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir leur paire parce qu'il n'y avait pas assez de quantité à ok, il y a de la quantité pour tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, le produit ne devenait plus intéressant. Un produit, le dernier produit qui sort à la mode, tu sors dans la rue, tu croises 10 personnes qui ont la même paire. Donc les gens s'y sont un petit peu désintéressés. Et donc, forcément, tu as ceux qui vraiment étaient dans le milieu ou qui ont poussé la chose un peu plus loin, qui eux sont restés. Mais le consommateur lambda qui, entre guillemets, s'en fout un peu, juste il veut une belle paire, s'y est un petit peu désintéressé. Il y a aussi ce truc de, toi, tout système d'édition limitée, tu t'en as parlé un petit peu et j'aimerais approfondir là-dessus, le côté raffle aussi. Donc, à un moment donné, moi, ça m'a paru très surprenant. C'est qu'en fait, d'une certaine manière, il faut que tu aies la chance de pouvoir acheter. Ouais, carrément. Ce qui est quand même un concept, tu vois. Ouais, Enfin, tu vois, de se dire, en gros, tu veux acheter, mais tu peux pas parce qu'il y a un système de tirage au sort, de raffle. Ouais. C'est quand même un peu
particulier, tu vois, en termes de vision. Ça fait un peu, si tu veux, on veut créer effectivement de la rareté, et Ouais. on veut tomber un petit peu dans ce système de collection. Tu as parlé de cartes Pokémon, même si ou de montres, hein, presque Ouais, limite de exactement, c'est montres, ce que j'allais dire. de montres de Rolex et tout. Et en fait, moi, pour être tout à fait honnête, ça m'a un peu gêné dans l'esprit, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on essayait de milquer un peu le consommateur. Est-ce que toi, t'as eu cette perception, si, ou... Je pense que les gens au global ont eu cette perception à un moment donné, c'était impossible d'avoir n'importe quelle paire qui sortait. Je trouve que le taux de drop était vraiment trop limité, et je dis une bêtise, enfin, moi, j'ai joué vraiment, c'est dingue de dire ça parce que c'est joué pour acheter, mais j'ai participé au raffle SNKRS, donc qui est l'application de Nike pour sortir leurs paires limitées, de 2020 à 2024, et j'ai raté, je pense, aucune raffle. Ok. J'ai eu 2 grosses paires, entre guillemets, et les grosses paires en question, c'était une Jordan 4 Lightning, qui à l'époque, t'achetais 200, ça valait sur le marché autour des 300. Donc voilà, et une paire de Sakai Fragment. C'est les seules paires que j'ai pu avoir. Mais en fait, je pense que Nike s'est un peu pris les pieds dans le tapis ça a pris une ampleur qu'ils avaient, je pense, pas soupçonné. Ok. Et qui, en fait, ils n'ont pas adapté les stocks de la bonne manière. Et à partir du moment où ils ont adapté les stocks, ils ont trop ouvert les vannes. En fait, ils ont fait vraiment. C'est on-off. Il n'y avait pas de stock. Et c'était trop limité par rapport au nombre de gens qui participaient. Et ensuite, beaucoup trop de stock par rapport au nombre de gens qui participaient. Je pense que ce phénomène de rareté est important, notamment par exemple, c'est la même manière encore une fois que les cartes Pokémon, sauf que les cartes Pokémon c'était différent parce que tu achetais ton produit, quoi qu'il arrive, et tu avais au pire d'autres choses dans ta collection, parce qu'on est sur un projet sur un sujet pardon, qui coûte beaucoup moins cher. Le problème de la sneaker, c'est que tu avais la paire ou tu l'avais pas. Ouais. Et donc du coup en fait c'était frustrant parce que c'était soit tu l'avais sur SNKRS au prix de sortie, genre 150 balles, soit tu te tapais We The New justement comme t'en parlais, et tu l'as payé 1000 balles la paire sur une paire de Travis, tu vois. En fait, c'est ça qui est un peu, j'imagine, enfin, en tout cas, moi qui m'a complètement déconnecté de ça aussi, c'est de me dire, en fait, parfois, t'as l'impression que ça sort juste pour valoir plus cher, 2 heures plus tard. Ouais, bien Et sûr. avec aussi beaucoup de gens qui se positionnent avec l'objectif de ne faire seulement qu'une culbute. Il y a un peu ce système de Bien sûr. les gens qui vont tenter d'acheter 50 places du concert de X, Y, Z, Bien sûr. alors que au final, pour les gens qui kiffent vraiment, et notamment les gens qui n'ont peut-être pas les moyens de mettre le truc en plus, Mhm. il y a un peu ce côté too much tout devient édition limitée, tout devient un système ouais, donc, en fait, de financiarisation, si tu veux, Bien sûr. de la sneakers. Est-ce que tu penses que ça a participé aussi à un moment une forme un peu de downfall, Ouais, genre juste là c'est trop, quoi. En fait, tout ne peut pas être un objet financier, tu vois. Bah, en fait, complètement, dans le sens où, comme tu dis, pour moi, tout ne peut pas être un objet financier parce que souvent, le genre de produits qui ont ce système-là, c'est des produits de luxe ou très chers. T'as ces trucs-là dans les montres, dans les voitures, etc. Et en fait, ils ont du coup un contrôle beaucoup plus simple sur ce qui se fait, ce qui se revend, etc. Je te prends l'exemple, demain, tu as l'accès pour une GT3 RS chez Porsche. Si demain tu la revends, t'es banni de chez Porsche. Plus Ouais, jamais tu auras une Porsche exactement. limitée. Le fait est que SNKRS c'était limité, mais pas tant que ça, on parle de paires limitées qui s'éditaient à 100 000 paires, tu vois. Donc c'est pas Ah oui, réellement ok. limité, tu vois. C'est juste qu'en fait, t'avais beaucoup de monde qui les voulait parce que c'est accessible à tout le monde, parce que même si ça reste des produits chers, n'importe quelle personne qui économise un petit peu a la possibilité une fois par an d'acheter une paire à 200 balles. Si vraiment c'est sa priorité, bien évidemment, il y a des gens qui mangent pas, donc forcément c'est pas ouvert à tout le monde, mais si c'est sa priorité, il y a beaucoup de gens qui ont la capacité de le faire. Et donc en fait, ils ont voulu rendre un truc limité qui n'était pas réellement. Et donc du coup, en fait, tu as créé ce truc-là où n'importe quelle personne avec un peu de compétences pouvait aussi avoir des bots et donc choper les paires à la place de personnes, les revendait. Et en fait, du coup, ça a vraiment créé ce truc-là où les gens en avaient marre des revendeurs, justement, et on avait marre aussi de Nike qui, justement, ne faisait rien pour contrer ça. Et du coup, en fait, les gens se sont un petit peu désintéressés, je pense, à cause de ça aussi, ouais. Toi, ça t'a impacté, alors d'un point de vue business, au final, pas tant que ça, parce que tes chiffres montent en permanence, mais Bien peut-être sûr. en termes d'image, ou t'as ressenti aussi dans la communauté de gens qui te suivent, parce que t'es très suivi, Mhm. un peu à un moment, cette perception que, ok, là c'est en train de tourner dans un sens où les gens en ont marre. T'as senti ou pas, ou ça t'a pas trop impacté? Le fait que les gens en ont marre, non. Surtout que nous, encore une fois, on fait les choses, je trouve, de la bonne manière, dans le sens où nous, j'ai pas de bot qui tourne sur SNKRS, je fais pas de backdoor, ou du moins pas de backdoor français. Le backdoor, pour ceux qui connaissent, c'est en gros un shop sur Paris reçoit les paires en quantité limitée. Plutôt que les vendre à 200 euros prix de sortie, ils vont les vendre à 300 euros, ils se mettent 100 euros dans la poche, ils s'en foutent, et toi, t'as récupéré le stock. Moi, ça, j'en fais pas, j'ai aucun shop Ok. parisien qui nous fait du backdoor. Donc, je fais du backdoor, ça arrivé très récemment depuis cette année, j'ai un client qui nous fait du backdoor. Alors, moi, les paires viennent pas directement de chez Nike, mais j'ai un client qui nous fait du backdoor, un revendeur, mais c'est des paires qui viennent pas du tout d'Europe. Donc, au moins, vous êtes tranquille et au moins, on joue pas sur ça. Et en fait, du coup, on a ce truc-là où on y est pour rien. Nous, entre guillemets, on essaie de proposer les meilleurs prix possibles
Le fait est que, bah oui, il y a cette économie-là, mais dans le sens où, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, mais si je peux l'imaginer grossièrement, tu peux pas reprocher à l'agence immobilière de revendre des appartements. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on revend des chaussures, on les vend des fois en dessous du prix de sortie, des fois au-dessus du prix de sortie, mais entre guillemets, il faut qu'il y ait un endroit où tu aies un marché d'une manière sécurisée et authentique, etc. Et c'est un peu de cette manière qu'on le fait. Bien évidemment, c'est des marchés qui sont complètement à part, mais j'essaie de grossir les traits. Et pour moi, on se positionne un peu de cette manière-là, tu vois. Et donc, comment ça se passe concrètement? Toi, quelqu'un vient avec une paire. Mhm. Comment tu mesures le prix? Parce que évidemment, tu as une connaissance de marché, mais bon, tu peux pas avoir la connaissance de l'intégralité. Bien sûr. Comment aujourd'hui tu définis le prix d'une paire de chaussures? Mhm. Le prix auquel toi tu l'achètes, le prix auquel tu vas le revendre. Ouais. C'est quoi un peu voilà, dans la tête de Hugo quand il achète? Ouais, quand je rachète. Alors nous, grosso modo, déjà, notre prix de vente, il est calculé automatiquement, dans le sens où je vais pas vendre plus ou moins cher une paire selon si elle est rare ou pas. En gros, si je l'ai acheté tel prix, elle est revendue tel prix. Et c'est quoi Nous, du coup, la marge, c'est 32% de marge sur le prix de vente. Donc en gros, c'est quasiment, tu prends le prix d'achat, tu fais x 1,5. Ok. C'est vraiment ça surtout, sauf pour les paires à moins de 100 euros. En gros, on fait minimum 49 euros de marge. Pour des raisons simples, qui est que bah, déjà on fait beaucoup de réductions sur le site, donc quand on vend moins 15 euros, si tu fais pas 40 euros de marge, bah, en fait tu gagnes pas grand chose parce que tu payes tes employés, tu payes les cartons, tu payes le transporteur, etc. Donc c'est minimum 49 euros ou 32% sur le prix de vente. Donc en gros, une paire qui est vendue 1000 euros, elle a été achetée normalement 680 euros. Ok. Voilà. Et ensuite, pour calculer le prix d'achat, en gros, nous, on se base sur deux choses. Déjà, notre expérience perso. On a vu quand même beaucoup de paires. J'ai dû acheter, je crois, 30 000 paires, je pense, depuis que j'ai commencé. T'as acheté 30 000 paires depuis le début de ta carrière. Depuis le début, exactement. Donc, des paires, j'en ai vu, entre guillemets. Donc, maintenant, on a l'habitude. Et en ce moment, on achète environ 500-600 paires par semaine. Donc, vraiment, on en voit. Maintenant, comme tu dis, je peux pas savoir les prix de tout. Donc, on se base aussi beaucoup sur StockX, qui est donc aussi une application de revente et qui, en gros, a vraiment un graphique comme la bourse, où, en fait, tu peux voir l'évolution du prix, etc. Tu peux voir les dernières ventes. En fait, vraiment comme la bourse, les dernières ventes, les derniers achats. Et tu peux voir aussi le prix auquel tu peux acheter le produit maintenant et le prix auquel tu peux le vendre maintenant. Comment ça fonctionne? Toi, demain, tu as une paire de Jordan 1, tu veux la revendre, tu vas sur StockX, tu fixes ton prix, et si tu es à la meilleure offre, entre guillemets, bah, tu es le prix noir, donc le prix qui est affiché, donc les gens peuvent te les vendre. Et en fait, on se base sur ces trucs-là, enfin sur cette manière-là, on essaye toujours de vendre sur une paire neuve au prix vert StockX ou un peu en dessous du prix vert StockX, qui est donc le prix d'achat sur StockX, et on essaie de toujours se garantir d'être en prix d'achat au-dessus du prix de vente sur StockX. C'est-à-dire que si tu viens la vendre chez nous, tu vends normalement pas moins cher que ce que tu peux les vendre sur StockX. On se base sur ça parce que StockX aujourd'hui c'est le plus gros acteur de la sneakers mondiale. Faut voir ça un peu comme un équivalent d'un We The New comme il était fut un temps en France, mais à l'international. Pourquoi We The New ça l'a pas fait? Pourquoi We The New ça l'a pas fait? Parce qu'ils n'ont jamais été rentables. Ils avaient un coût d'acquisition par vente qui était beaucoup trop cher. Ils faisaient énormément d'ads. Après, je les connais pas personnellement, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, ils faisaient énormément d'ads. Ils avaient beaucoup d'influenceurs. Donc, leur coût d'acquisition d'une vente leur coûtait plus cher que la marge qu'ils faisaient sur une paire. Donc, s'ils avaient l'objectif d'être une licorne et d'avoir une valeur à plus d'un milliard, et le problème, c'est qu'à partir du moment où certains investisseurs ont vu la problématique arriver en fait, c'était pas une pyramide de Ponzi, mais quasiment on achetait et on levait des fonds pour rembourser les premières dettes, etc. T'as quelques investisseurs qui se sont retirés, et c'est là qu'en fait, ça a un peu cassé le truc. En fait, le modèle startup n'était pas adapté à ce marché-ci, peut-être? Je pense que c'était pas adapté parce que tu vends quand même un produit physique cher et qui, en plus, ça ne devrait pas être cher dans le sens où tu es sur de la revente, tu vois, t'es en plus de ça pas maître. Alors, j'imagine qu'il y a quand même des contacts chez Nike, mais t'es pas maître de ce qui se passe, t'es pas maître de si demain il y a beaucoup de stock, t'es pas maître de tes acheteurs, t'es pas maître de tes vendeurs, parce qu'en plus, ça, les produits, comment ça fonctionnait. We The New, ils avaient tous les produits étaient disponibles sur leur site. T'achetais le produit, pardon. Et ensuite, eux, ils couraient, et ils cherchaient le produit le moins cher possible pour te le vendre au prix auquel ils te l'ont vendu. Mais des fois, ça marchait pas, donc ils achetaient la paire encore plus cher que le prix qu'ils l'avaient vendu juste pour garantir la qualité client. Parfois, We The New achetait une paire plus cher que ce qu'ils vendaient. Exactement. Parce qu'en fait, il fallait, de ce que j'ai compris, hein, je dis peut-être une bêtise, mais de ce que j'ai entendu et de ce que je comprenais, ça arrivait, c'était pas tout le temps, mais ça pouvait arriver, parce qu'ils avaient l'objectif de non, il faut fidéliser le client et que sur le long terme, ça marche, etc. Sauf que, en fait, voilà, comme tu as eu le sneakers qui à un moment donné a un peu baissé, les Nike a ouvert les vannes, les investisseurs ont eu peur, ils ont retiré leur billet, et c'est là que ça a commencé à être compliqué. Ce qu'on nous dit dans le chat, c'est que l'ADS, donc le coût d'acquisition des publicités de We The New, a fait x10 entre le début et la fin de leur histoire. Donc, en fait, c'est vrai que eux, c'est l'accélération, le scaling, le coût d'acquisition d'un client était trop élevé. C'est ça. Là où, par exemple, toi, dans ton cas, alors c'est pas les mêmes ampleurs, effectivement, mais
toi, en fait, tu fais pas de publicité. Moi, je fais zéro ads. J'ai zéro ads payant. La seule chose qu'on commence à faire petit à petit, et c'est pour ça que vous nous voyez des fois dans les stories, ça arrive qu'on offre de temps en temps des produits à quelques influx, notamment là récemment, on a offert quelques produits à Flo, etc., de Big Flo et Oli. Mais la plupart des influx, quand même, qui viennent chez nous, ils les achètent les produits. Mais sinon, je fais pas du tout d'ads payants. Nous, on est en full organique. On part du principe de on a une communauté, c'est eux qui vont acheter. D'autant plus que moi, je suis sur un modèle qui est très particulier, qui est que mon produit, généralement, entre le moment où il est acheté et le moment où il est vendu, il se passe 2 semaines. Ok. Et surtout que j'ai pas assez de quantité de produits pour faire de l'ads, dans le sens où actuellement je dois avoir 1000 produits, mais c'est pas 1000 références, c'est j'ai 1000 produits au total. Je dois avoir, je sais pas, 200 références, sur chaque référence j'ai peut-être 1 ou 2 produits, mais faire de l'ads serait pas vraiment pertinent par rapport à mon business model. Tes 1000 produits, tu les répartis entre ta boutique et j'imagine que tu as un entrepôt ou tout est dans la boutique? Non, tout est dans la boutique. En fait, nous, on a un sous-sol de 50 mètres carrés dans la boutique. Donc, tout est là-bas. Et en fait, du coup, on essaie de faire tourner les produits très rapidement pour qu'on soit toujours plus ou moins à 1000 produits. Ce qui fait que tu viens dans la boutique, dans ta taille, on a toujours au moins une vingtaine de produits différents. Donc, au moins, tu as du choix. Mais demain, tu cherches précisément ce modèle. C'est pas sûr que tu viennes à la boutique que je l'ai. Beaucoup de nos clients qui viennent et qui achètent, ils viennent sans savoir ce qu'ils veulent. Ils viennent avec l'intention d'acheter une paire. Ils rentrent, ils voient ce qu'on propose, les prix qu'on propose, et c'est là qu'en gros ils vont dire ok, cette paire là elle est cool, je pourrais la matcher avec ça, ok, je vais l'acheter. En ce moment, tu t'achètes 600 paires par semaine à peu Ouais. près. Tu vends combien de paires par mois? Là, je crois sur le mois d'avril, on a vendu 1950 paires, je crois, comme ça. Ok, wow. Ok. Donc, Donc, c'est pas mal. tu vends, cette année, tu vas vendre entre 18 et 25 000 paires selon le marché. C'est quand même, C'est ça. c'est quand même dingue. Ouais, non, c'est fou, franchement, C'est- ça. Bah, pareil, tu vois, si on compare à Vincennes, un excellent mois, c'était 1000 paires vendues. C'était Ok. vraiment un excellent mois. Là, tu vois, aujourd'hui, on est sur entre 1008 et on n'a jamais fait de mois à plus de 2000, mais aux alentours entre 1008 et Sachant 1950, quoi. que tu n'es qu'à 4 mois dans Ça cette fait nouvelle 4 mois qu'on boutique a ouvert, exactement. et qu'on sent qu'il y a une accélération. Tu as parlé du fait qu'il y a beaucoup d'influenceurs, tu communiques très bien et tout sur la présence des influx, etc. Ceux qui carrément. peuvent venir. Donc, non, c'est dingue, mais t'es un enfer pour la Poste, non? Ils doivent te détester. Bah, oui et non, parce que. Enfin, t'es un très bon client. Ouais, exactement, Donc, je suis un bon client, t'es très mais- rentable, mais c'est quoi? Ils ramènent des camions ou comment En c'est fait, possible? ouais, en gros, comment ça fonctionne, c'est on a des collectes. Donc, on travaille beaucoup avec Mondial Relais et avec La Poste, c'est les deux principaux qu'on a. En fait, ils viennent avec des camions directement, on vient, on met le nombre de colis, ils scannent les colis et après ils partent avec. Et en fait, du coup, c'est devenu. Je suis quasiment comme si j'étais un point relais en fait. Vraiment, je suis pareil qu'un point relais. C'est même si. Donc, c'est juste dingue. C'est vrai que au début, quand on n'avait pas les contrats et qu'on amenait nous-mêmes les cartons, les mecs de La Poste, ils nous voyaient, ils étaient dégoûtés quoi. Ils étaient en mode putain, j'ai passé Ah, une demi-heure à faire ça, je suis vert, tu vois. il est de Il est de retour. retour, j'en peux Il est plus. de retour, putain, à Vincennes. te Quand il jure. est parti, la Poste de Vincennes, Ah, c'était refait. il y a eu une fête. Il Il y a eu une s'était fête, refait. putain, enfin. Ouais, de ouf. Il est parti. En plus, je vois très bien là, où est la boutique. Je connais bien le quartier. Alors pour se garer, c'est un enfer. Je Bah, sais même pas comment ils font. Bah, ils se mettent en warning. Ils sont au milieu de la rue, ils se mettent en Voilà, warning. donc si vous n'arrivez pas, quand vous êtes à Beaubourg, il y a toujours en plus, il y a toujours Toujours des bouchons. des putains de bouchons. Ouais. Donc sachez que parfois, c'est de sa faute à lui. C'est Voilà, un peu de donc ma faute. vous avez le responsable. Mais surtout qu'en plus ça, nous on n'a pas de chance qu'on a la boutique, il y a un arrêt de bus en face qui fait que des fois, le livreur se met sur la voie de gauche en warning, t'as le bus qui attend qui prend les trucs à droite, donc la route est juste bouchée, tu peux pas avancer, il y a rien à faire. Donc vraiment c'est notre faute, je suis désolé les gars. RATP X-Wave, Exactement. le chaos dans tout Paris. En plus, c'est une des rares rues qui permet de passer du nord au sud de Paris. En gros, ouais, tu c'est- continues et exactement, tout à fait. ensuite tu passes la Seine. C'est Donc, ça, non, exactement. non, je la connais très bien. Ouais. En gros, même carrément, bon, on rentre dans les détails, mais ne prenez jamais de Uber là. En fait, Ouais, c'est dur. c'est une des règles. Vaut mieux marcher et le Ouais. prendre plus loin Ouais, que le carrément. prendre là, c'est un enfer. Donc là, on a parlé un petit peu de ce corps de métier et je me questionnais sur l'intérêt pour toi de faire tes propres paires. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Je me dis, forcément, ça t'a traversé l'esprit. Est-ce que tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà testé? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites faire? Comment tu vois cette partie-ci peut-être de rentrer vraiment dans le dur et de lancer tes propres chaussures? Alors, déjà, les gens le savent, mais on va le redire, c'est en cours. Il y en a normalement dans les mois à venir une première paire X-Wave, parce que c'est pas ma marque, mais qui va sortir. Moi, c'est vrai que de base, c'était pas ma volonté, dans le sens où je me considère pas comme un très bon créatif, et je préfère laisser ça à ceux qui le font très bien, tu vois. Maintenant, on sait qu'on a quand même de la demande, les gens le veulent, que ce soit même en merch Swave, etc. On l'a jamais fait, enfin, on l'a fait rapidement, mais on l'a jamais réellement fait. On sait qu'il y a de la demande et on est en cours pour le faire. Maintenant, les paires, c'est vrai que je sais pas comment dire, mais je me sens pas légitime. Dans le sens où, même si je vends des paires, moi je vends juste des paires. Je suis pas un créatif, j'ai rien créé, j'ai rien inventé, j'ai pas créé l'histoire de la paire, etc. Tu vois. Donc là, on en fait une avec. J'ai leak l'info, mais on en fait une avec quelqu'un bientôt. Donc ça va être cool. La paire va être assez limitée, etc. Il va y avoir une sortie, normalement, si tout se passe bien, in-store et une sortie online. Et on verra ce que ça donne, on verra à quel point les gens sont chauds. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est complètement différent. Ça me parle moins, et même si j'adore ça,
me trouve quand même moins légitime pour l'instant, en tout cas, pour le faire. Mais peut-être que dans l'avenir, ça évoluera, mais pour l'instant, moins le cas. Et tu as des discussions particulières parce que autant, ok, tu fais pas ta paire et tout. Est-ce que tu as des discussions particulières avec des grosses marques pour peut-être sortir en exclusivité des choses chez toi? Est-ce qu'il y a des modèles, en fait, c'est quoi les autres pans de business que tu peux développer? Ou est-ce que déjà tu as envie de développer d'autres pans de business? Tu préfères être focus? C'est quoi un peu les relations? Parce que j'imagine que tu pourrais être un bon espace de revente pour aussi Nike, Adidas en direct, quoi. Bah, en fait, faut se dire que déjà, c'est quelque chose auquel je me suis très peu intéressé jusqu'à présent parce que j'avais l'impression que tant que la boutique physique de revente n'est pas à son prime, entre guillemets, on n'a pas fait 100% de ce qu'on pouvait faire, faisons les choses bien là-dessus et ensuite on passera à autre chose. Aujourd'hui, justement, je commence petit à petit à m'y intéresser parce que la boutique marche et que bah, on sent qu'on a trouvé notre rythme, entre guillemets. Donc, j'essaie de trouver d'autres choses. Pour moi, déjà, on essaye, on a un événement qui va se passer avec Brouillon très, très prochainement, qui est une marque indé. On essaie d'être un lieu déjà de communion et que les gens se rassemblent à cet endroit-là. Et donc, tout simple, on fait les diffusions de la LDC à la boutique. Quand il y a les matchs du PSG, Ok. tu vois, genre là, mercredi, il y a Bayern PSG, on fait la diffusion à la boutique, il y a une quarantaine, cinquantaine de personnes qui viennent, ils s'inscrivent sur les stories Insta. En fait, on veut que ce soit vraiment un lieu de rassemblement. Là, dans pas très longtemps, on va travailler avec une marque indé, du coup, qui vient et qui va faire. En fait, on va proposer de la sérigraphie gratuite au sein de la boutique. Donc, on veut déjà que la boutique soit un lieu de communion. Maintenant, quel autre pan de business je peux développer autour de mon activité? Moi, je veux plus créer des services en plus, notamment, c'est à voir, tu vois, mais c'est un peu compliqué. On aimerait pouvoir, dans un moyen long terme, proposer un cleaning by Swave, un nettoyage de chaussures. Le fait est que l'un de mes meilleurs frérots, s'appelle Thomas, il gère la clinique, qui est une boutique de nettoyage sur Paris. Donc je lui en ai pas encore parlé, peut-être que ça se trouve, il va découvrir ça à ce moment-là. J'ai envie de trouver un moyen de s'associer pour qu'on puisse faire ce genre de choses-là. Parce que pour moi, c'est pertinent. Aujourd'hui, les gens ont une réduction en passant par nous, en allant chez eux. Mais pour moi, il y a d'autres choses à faire en plus. Donc on verra ce qu'il y a à faire sur le long terme. Mais j'ai vraiment envie de développer ce genre de trucs-là, tu vois. Ouais, c'est genre que tu pourrais aussi développer tout ce qui est produits de soins pour prendre soin enfin, des chaussures, lavage, etc. Enfin, même, pas forcément lavage, mais aussi même comment bien les conserver Ouais, carrément. là-dessus. J'ai regardé pas mal de tes vidéos d'achat et il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est que j'ai l'impression que ce que tu essayes de regarder en premier, bon, évidemment, c'est comment elle est, la qualité de la chaussure et si elle est bien conservée, mais si la personne l'a déjà mise ou pas. Ouais, bien sûr. Et en fait, est-ce que est-ce que tu conseilles aux gens de mettre les paires qu'ils achètent? En fait, En tout cas, les paires destinées à la collection. ça dépend. Il y a vraiment deux écoles, tout comme il y a deux écoles. Je fais beaucoup de temps à l'automobile parce que je m'intéresse aussi beaucoup à l'automobile, mais tout comme il y a deux écoles de l'automobile. T'as des gens, ils vont acheter leur paire ou leur voiture de collection, ils vont les garder, c'est leur Graal, ça bouge pas. T'as des gens, comme moi, dont moi je fais partie, j'achète une chaussure pour la porter. C'est économiquement parlant pas intéressant, c'est juste moi ça me fait kiffer, c'est mon kiff. Maintenant, la réalité est que tu portes une paire une seule fois, même 10 minutes dehors, ta paire elle a perdu 40% de sa valeur. Il y a pas de... Ok, c'est 40% de la valeur de perdu Ouais, à peu plus ou près, moins, mais bon, exactement. c'est plus ou moins 40% En fait, de la valeur. faut Ok. se dire qu'une paire neuve que je vais vendre 300 balles, si elle est d'occasion en très bon état, je vais la vendre genre ouais 220 balles, tu vois. Ok. C'est un fait. Il y a pas de... C'est le fait. Maintenant, la question c'est est-ce que vous voulez porter vos paires et les garder sur le long terme? Si c'est pour porter une paire, enfin acheter une paire et la porter une fois et la revendre derrière, moi j'y vois pas l'intérêt. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui nous vendent des paires portées une fois. Je trouve ça dommage. Moi je pars du principe que si tu portes pas ta paire, porte-la vraiment pour de bon et porte-la jusqu'au bout. Après, t'as beaucoup de gens qui veulent porter des paires, mais ils en ont 800. Donc forcément, bah, t'as que 2 pieds. Donc même si tu portes 2 paires de chaussures par jour, t'as pas tout porté dans l'année. Donc même comme ça, ils ont des paires qui sont en très bon état, qui finissent par revendre en très bon état. Mais c'est vrai que moi, je suis partisan il faut porter ses paires, c'est fait pour. Maintenant, dans un point de vue financier, si tu as pour objectif de la revendre bientôt, il n'y a aucun intérêt de la porter. C'est quoi le meilleur coût financier que t'aies fait sur une paire de chaussures? C'est quoi le meilleur coup? Bah, le problème, c'est que j'ai jamais. Enfin, la plus grosse marque que j'ai faite, c'est sur une paire de Jordan Dior que j'avais acheté. Non, si, je sais. Ok, non, je sais quel est le meilleur coût financier. Alors, la première fois, c'est une paire de Jordan Dior que j'ai acheté 6500, que j'avais revendu 8000 en boutique. Mais tu te chies pas dessus quand tu achètes ça 6500. Tu te Mais dis pas putain, si le marché se casse la gueule avant que la revende, ou t'avais déjà l'acheteur peut-être. À l'époque, c'était du dépôt. À l'époque, Ok. les grosses paires comme ça, je faisais que du dépôt. Aujourd'hui, je les achète. Par contre, je les achète beaucoup moins cher. Genre une paire de Jordan Dior, aujourd'hui, selon les tailles, je vais acheter entre 2200 et 3500 euros pour les Ok. meilleures tailles, tu vois. Parce que la réalité, qu'il y a
très peu de gens qui sont prêts à mettre 5-6 000 euros dans une paire de chaussures aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est un peu compliqué, donc on baisse les prix là-dessus, mais au moins on rachète directement les paires. Maintenant, oui, forcément ça fait peur, mais on a la sécurité, entre guillemets, justement de la vente aux enchères, qui est que c'est rare que sur les ventes aux enchères, ça parte moins cher que le prix d'achat. Ok. Donc on le sait. Ça, c'est le meilleur coût financier que tu Ça, as c'est le fait? meilleur coût en termes d'argent sur une paire. Ok. Maintenant, le meilleur coût financier que j'ai fait, c'est qu'à l'époque où les campus marchaient bien, j'avais un déposant aussi qui m'avait déposé énormément de paires de Adidas Campus. Et honnêtement, je les vendais pas. J'arrivais pas à les vendre. Et le marché a commencé à se casser la gueule. Et le mec m'a dit, est-ce que t'as pas une exit pour moi? Est-ce que t'as pas un moyen de les faire partir vite? Et j'avais trouvé un autre shop, Dimension, que vous connaissez peut-être, qui fait aussi du rachat en ligne, Dimension Store, qui lui avait beaucoup de demandes sur la campus. Et je lui avais envoyé je sais pas, peut-être les 150 paires de campus. Attends, le mec, il t'a filé 150 paires de campus. Ouais, exactement. Il les avait mis en dépôt parce que bah, lui, voilà, c'était son Ok. truc. Je sais pas s'il avait eu en bot ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, il faisait Il du avait resell sur 150 la paires, campus. ouais, Exactement, il en avait beaucoup. Je lui avais envoyé 150 paires de campus chez Dimension, que je lui avais vendu 60 € la pièce et que je touchais à 40 € la pièce. Ok, ah ouais, pas Et mal. donc, du coup, 150 x 20, j'avais rien à faire, juste à faire 10 cartons. Cool. Ça partait et j'ai pris 3000 balles. Un coup de fil, 10 cartons et t'as pris 30 000. Exactement. Ok. Donc, c'était ça mon plus beau coût financier, entre guillemets, sur une paire. Putain, c'est- Enfin, c'est- sur un échange, quoi. c'est dingue. Et forcément, si j'ai demandé le meilleur, Le pire, quel est le pire? C'est quoi la plus grosse gamelle que t'as pris, la plus grosse timbale? en termes d'argent, le pire que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé c'est rare que je perde des sous quand même sur une paire, mais il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est qu'il y a une paire que j'ai achetée sur un pop-up en 2021, je crois, sur une boutique éphémère, que j'ai revendue dans la nouvelle boutique, 2026. Bah donc, c'est faut se dire, la paire Ah a ouais, fait 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans, je l'ai pas vendue, donc c'est un enfer. Sinon, l'autre, c'est, je crois que récemment, sur une paire d'LV ou une paire de Dior, je sais plus, qu'on a acheté un peu trop pour faire plaisir à un client parce que c'était un bon client. Ok. Et en fait, je l'ai revendu, je crois que j'avais perdu 500 balles, un truc comme ça. Ah sur, oui, quand même, ok. sur Whatnot. Faut se dire que les chez de la boîte, c'est pas très grave. Ça fait chier 500 balles, honnêtement, ça fait très chier. Mais je préfère, au bout de, je sais pas, de la paire, j'ai dû la garder 3-4 mois. Je préfère récupérer mes 3500 ou 4000 balles et avoir perdu 500 € plutôt que d'avoir 4000 balles qui dorment ou 5000 balles qui dorment et qui me servent à rien, tu vois. Ouais, en fait, t'as vraiment une stratégie de rotation Exactement. des chaussures. C'est-à-dire que ton but, c'est de la garder la moins longtemps possible. C'est ça. Et t'es prêt à lâcher un peu de rentabilité, un peu de marge, juste pour que ça tourne. En fait, moi, j'ai pas un capital exceptionnel non plus, donc j'ai besoin d'argent pour acheter mes produits. Et pour que mes produits se vendent, j'ai besoin de nouveaux produits tout le temps. J'ai vraiment besoin de produits. Oh, le boss Thomas qui a envoyé un prime, c'est un bon client de chez moi. Mais j'ai besoin vraiment de produits. Et donc, j'ai besoin que les produits partent pour récupérer des sous, pour réinvestir dans de nouveaux produits. Donc, c'est vraiment important pour moi que les produits partent, du moins rapidement. Sur ce genre de business, un peu d'ailleurs, c'est pareil dans l'e-sport, c'est pareil sur tous les business de la passion et de la collection de manière générale, il y a ce qu'on appelle des whales. Alors, les whales, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des baleines, hein. C'est un peu comme dans les casinos, c'est les meilleurs clients. C'est des gens qui viennent et qui dépensent, qui achètent. Typiquement, si on prend le cas de la Carmine Corp ou d'un club e-sport, c'est quelqu'un qui va, dès que la collection sort, la nouvelle, il va acheter. Il va tout avoir, tout acheter, et donc c'est le plus grand panier moyen, en général par an, etc. Ouais. Toi, tu as un travail autour de ça, tu suis client par client, tu vois, les gros clients, tu as ce genre de suivi ou pas du tout? Honnêtement, pas assez. Pour donner un ordre d'idée, Thomas, justement, qui était dans le chat tout à l'heure, c'est l'un de nos plus gros clients récents. Il nous prend toutes les semaines, tu pourras confirmer, entre 1 et 3 000 € de paire, toutes les semaines. Tu vois, Entre 1000 et 3000 € de c'est perte ça. par semaine. Oui, pardon, entre 1 Non, 1000 et 3 000 en €, fait, c'est juste que ça me paraît tellement énorme, Ouais, bien sûr. si tu veux, que, ok, je confirme. confirme, tu Alors, vois. Thomas vient de confirmer dans le chat. Ok. Donc, et honnêtement, aujourd'hui, c'est un suivi qu'on fait pas, même au niveau de la fidélité client. C'est un des gros sujets qu'on a, justement. On a la refonte du site déjà qui va amener ça, mais petite info. Cet après-midi, les gars, le site change complètement. Comme ça, vous avez l'info. On refait le site cet après-midi. Il va changer, on le publie dans l'après-midi. Et on va essayer aussi d'amener justement des trucs de fidélité. On a des clients aussi qui nous sont des revendeurs pour le coup, et qui eux, c'est vraiment des prix qui sont beaucoup plus élevés. Mais là, du coup, je ne traite pas de la même manière. J'ai un client, toutes les semaines, il va me prendre, je sais pas, pour 10 000 balles de paire. Bah lui, il vient, chaque fois qu'il vient à la boutique, il a 10% de réduction obligatoire, quoi qu'il arrive. En fait, il y a certains clients où, comme je sais qu'ils me prennent énormément, et c'est pour la revente, et ça va être du long terme, etc. Bien évidemment, je vais avoir un accompagnement différent. Tu vois, Thomas, par exemple, qui est un gros client, bien évidemment que quand on va mettre quand on va mettre le programme de fidélité, bien évidemment que ça va être l'un des premiers à pouvoir en bénéficier. C'est un truc qu'on fait pas assez actuellement, malheureusement, mais c'est un truc qu'il faut qu'on fasse.
Ibrahim, qui est une de mes whales c'est le numéro 1 sur Twitch qui vient d'offrir. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube et sur Spotify, vous pouvez pas le voir, mais faites-moi confiance. Il vient d'envoyer un petit peu de talbin, comme on dit, dans le milieu. Et, ok, excuse-moi, je viens de lui niquer. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Je viens de marcher sur son pied, moins 50€. Non, comme il pleuvait aujourd'hui, j'ai pas mis une grosse paire. J'ai failli mettre une grosse paire, mais il pleuvait trop. Moins 50 balles. Ok, donc t'as ce suivi, cette stratégie, et sur les VIP, alors là c'est les VIP qui dépensent, puis t'as les VIP qui sont les personnes les plus connues, t'as énormément de passages d'influenceurs. En tout cas, de l'extérieur, c'est vrai que, en tout cas, moi je vois beaucoup de passages. Il y a eu, sûr, oui. c'est Flo ou Big Flo, Les deux. Flo et Oli, les deux qui sont venus. Comment tu traites ces moments-ci? C'est-à-dire que tu offres l'opportunité de fermer la boutique pour qu'ils soient chill, t'as un traitement particulier. C'est eux qui viennent en direct vers toi, j'imagine, sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe le traitement de ces VIP et comment tu gères aussi le fait de pouvoir les mettre en avant en termes d'image? Alors nous, pour le coup, les influx, généralement, oui, c'est contacté à l'avance, c'est rare, ça arrive de temps en temps, qui viennent juste comme ça par hasard. Oli, là, il est venu la semaine dernière, on l'a mis en photo sur Insta. Pour le coup, il est passé par hasard. Il m'a envoyé un message en me disant c'est quoi le prix de Tetris, il m'avait commandé des paires. J'étais en train de lui répondre, il était déjà dans la boutique, tu vois. Donc ça arrive des fois qu'il passe par hasard. En général, on sait à l'avance, on sait s'organiser et dépendant l'influenceur en question, on sait si on va avoir besoin de lui fermer une partie de la boutique ou non. En fait, nous, on ferme jamais complètement la boutique, mais on a une possibilité dans la boutique de tirer des rideaux qui en plus ça occupent vraiment bien du bruit, ce qui fait qu'ils ont vraiment une partie un peu isolée à eux, où il y a une caisse en plus de ça, où on est vraiment dédié à eux, et en fait eux ils sont tranquilles, ils sont pas dérangés par les gens autour, etc. C'est jamais arrivé qu'on doive le faire vraiment parce que c'était chiant. On l'a fait 2 fois, honnêtement. On l'a fait avec Big Flo et Oli parce que c'était un moment où c'était quasiment au début de la boutique, donc il y avait énormément de monde dans la boutique et donc c'était un peu compliqué. En plus, comme on tournait une vidéo, c'était compliqué. Et c'est arrivé avec Inoxtag il y a pas très longtemps également, parce que bah ouais, Inox, c'est beaucoup de gens qui le suivent. Il suffit d'un groupe de gosses qui passe devant, c'est le bordel. C'est l'enfer, ouais, donc même c'est l'enfer, donc on avait fermé. Pourquoi ce traitement de faveur, je vois dans le chat, et donc du coup ça permet aussi de rebondir là-dessus. Tout simplement parce que nous, ça nous permet de pouvoir gérer tout le monde plus facilement. Demain, c'est plus simple s'il y a un influenceur qui vient, que j'ai un vendeur qui lui soit attitré. Souvent, c'est moi, honnêtement, qui est le vendeur attitré, parce que je préfère justement, les gens en plus me connaissent probablement des réseaux, on a probablement échangé, mais je préfère, moi, être attitré à eux et que mes vendeurs continuent à être vraiment concentrés sur mes autres clients en boutique, plutôt que d'avoir la boutique qui est ouverte un peu pour tout le monde. C'est un peu fouillis, il y a des gens qui leur demandent des photos en même temps. Les photos, s'ils veulent les faire, ils les font avec plaisir juste après quand ils partent, etc. Mais sur le moment où ils sont concentrés et dédiés à leur achat de produits, ils ne sont pas dérangés. Et nos autres vendeurs peuvent vraiment s'occuper normalement des autres clients qui sont en boutique, tu vois. On veut pas que en fait on soit tous en train de s'occuper du VIP et que les autres clients soient un peu délaissés. C'est vraiment la raison pour laquelle on a fait ça, et que moi ils soient tranquilles. Ce qui est fou, je t'entends parler, et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu fais un métier qui est dans un secteur qui est un peu en perdition. C'est-à-dire que déjà, le vêtement de manière générale, c'est pas la fête. Alors les chaussures, ça va bien, Oui, notamment les baskets, mais c'est pas la très grande fête, tu vois, dans ce segment-ci de marché. C'est pas la très grande fête sur le commerce de proximité, sur les boutiques. Bien sûr. On sait que le e-commerce, oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui achètent en e-commerce et c'est fort, mais le système des ads, on en a parlé, est un peu difficile. Bien sûr. Et en fait, t'es l'espèce, j'ai l'impression que tu glisses entre les différents éléments, comme si t'esquivais un peu les balles de ces secteurs. Même le resell, enfin, tu vois, moi j'ai lu des articles où on disait, peut-être que le resell des sneakers c'est un peu mort et tout. Et c'est vraiment que tu glisses entre les trucs. Est-ce que tu t'estimes chanceux? Est-ce que tu penses que tu as trouvé une formule magique? Est-ce que c'est parce que tu as la hype des réseaux sociaux et du contenu? Comment tu arrives à prendre du recul sur ton succès dans un écosystème qui est quand même un peu, de manière générale, en perdition? Pour moi, il y a une raison simple, c'est qu'on fait les choses bien. Je pense, tu vois, les gens le disent dans le chat pour moi, le capital de sympathie qui joue beaucoup. Je pense qu'on est des gens vrais. Quand tu viens en boutique, que j'ai la caméra ou pas, alors bien évidemment, il y a des fois, tu as des journées, tu es plus fatigué que d'autres, donc tu vas être pareil, mais qu'il y ait la caméra ou pas, je suis la même personne. On a des prix qui sont corrects, on n'est pas là pour arnaquer le client. Plusieurs fois, tu le vois dans les vidéos, mais même quand on est en live, donc entre guillemets, c'est la vraie vie, tu vois. Un client vient m'apporter une paire, il me demande de lui vendre, je lui demande combien est-ce qu'il en veut. Et il me dit, je sais pas, genre 100 balles, et moi je vais rehausser le prix parce que c'est pas assez, tu vois. La semaine dernière, c'est encore arrivé la semaine dernière, un client qui est venu avec 2 paires, il m'a demandé 90, je l'ai payé 130 au final pour les deux, ou 120, je sais plus. Parce que, en fait, on sait qu'on va les revendre derrière. Le client, lui, entre guillemets, il est content, il va revenir chez nous, il va en parler autour de lui, et en plus de ça, il s'est pas senti arnaqué, tu vois. Et donc, t'as vraiment ce truc-là qui est que on n'arnaque pas les gens, tous les produits qu'on vend sont authentiques. Il
y a le capital sympathie. On essaie aussi de plus en plus récemment, et c'est l'un des gros sujets dans les mois à venir, on essaie d'améliorer, ou du moins de faire beaucoup de personal branding. Je pense que les gens achètent plus une personne que le produit final. Ils Ok. nous achètent chez nous parce qu'ils sont contents d'acheter chez nous, que ça nous supporte, et qu'en plus ça, ils savent qu'ils vont avoir un bon service et une bonne paire, plutôt que juste acheter une paire. Je pense que c'est vraiment un tout. Je me trompe peut-être, mais tu vois, les gens, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Ouais, l'expérience client au global aussi, j'ai l'impression que tu penses beaucoup à ça, à l'expérience. Ouais. Enfin, tu vois, le petit rideau, la qualité de la boutique. J'ai l'impression vraiment que tu es à fond dans l'expérience que tu veux et la sympathie que tu dégages et que je peux confirmer parce que c'est la première fois qu'on se voit. Hein. Ouais, carrément. Et la proximité. Ouais, j'ai l'impression que tu vois, y a un vrai travail autour de l'expérience qui est assez intéressant. Ben ouais, mais pour moi, c'est hyper important. C'est que, encore une fois, on vend des produits chers. Mon panier moyen, il est à 190 € actuellement. Ouais. C'est cher. Enfin, malheureusement, je sais pas quel est le salaire médian en France, mais ça doit être quelque chose pas très élevé, malheureusement. Donc, Non, je pense qu'on envoyer, est entre peut-être autour de un peu moins de 2000 ouais, euros. Je 2000 crois, on €, doit donc être à 1008, je pense. si tu demandes aux gens d'envoyer 10% de leur salaire sur une paire de chaussures, c'est énorme, tu vois. Ouais, c'est Je monstrueux. trouve que c'est logique, c'est la moindre des choses. Déjà, quand les gens viennent en boutique, qu'ils soient bien accueillis, parce que ils ont fait du chemin, ils se sont dépassés, etc. Et petit 2, bah, tu as acheté un produit en ligne, tu veux que tout se passe bien. Et encore une fois, tu as mis de l'argent dans ton produit, tu veux que tout soit bien. Et aussi, tu as ce côté communautariste. Enfin, je veux pas t'apprendre, t'as géré la cassée sur ce point-là, mais c'est important de faire en sorte que les gens sentent qu'ils sont in du truc, que ça fait partie d'une machine au global. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent chez nous parce qu'ils sont contents de m'acheter à moi, tu vois. T'as parlé de la cassée. C'est quoi un peu tes inspirations que ce soit parce que tu as le côté entrepreneur, le côté créateur de contenu, le côté communautaire, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que tu essayes de développer. C'est quoi les différentes inspirations que tu as pu avoir et qu'est-ce que tu as été pioché chez les gens? Moi, l'un des gros trucs que j'ai pioché quand même, donc déjà sur la partie business, donc sur le côté rachat, je l'ai pioché chez Coolkicks aux États-Unis. Honnêtement, c'est le rachat, il est fait exactement de la même manière que ce qui est fait aux États-Unis chez Coolkicks. Eux, grosso modo, ils sont en live quand ils rachètent, et t'as Rami Diacon, qui est leur mec qui rachète, qui fait des vidéos sur YouTube qui marchent énormément. Okay. Sur la partie rachat, je suis sur ce truc-là. Maintenant, sur le reste, sur la partie réseaux sociaux, je suis un gros consommateur de contenu long, type Squeezie, Jilcy et ainsi de suite. Donc, on essaie de plus en plus de tourner vers ça. On a sorti un gros contenu avec Camino il y a pas très longtemps, justement, il y a 3 mois, qui était un peu un format un peu type l'imposteur, un peu dans ce truc-là. Et donc, du coup, on essaie de tendre vers là parce que moi, c'est ce qui me fait kiffer. Maintenant, je regarde beaucoup aussi ce qui se fait en ligne en général. C'est vrai que je regarde assez peu l'e-sport, mais ce truc-là me fascine de réussir à fédérer autant de gens derrière l'e-sport, tu vois, il y a 10 ans en arrière, l'e-sport, c'était un truc de geek et les gens ne s'y intéressaient pas du tout. Moi, c'est vrai que je vais peut-être fendre le cœur de certains dans le chat. Je regarde beaucoup, quand je regardais des lives, je regardais beaucoup Gotha. Donc, je suis rentré dans l'e-sport un peu par Gentlemates, même si je ne m'y intéresse pas tant que ça, malheureusement. Mais il va me sortir du studio dans pas très longtemps. Mais tu ça vois, se passait bien jusque-là, ça on se n'est passait pas... très bien, ça se passait très très bien. Mais au global, tu vois, j'ai toujours vu un peu de loin la cassée et ce que faisait Kameto et l'engagement que ça donnait derrière. Et waouh, terrible. Non, mais tout le monde peut pas être parfait. Les gars, on doit accepter, il a déjà, de toute évidence, il réussit beaucoup de choses dans sa vie. Il peut pas, en plus, il a du bon goût. Exactement. Donc, mais il peut pas avoir du bon goût sur tout. Donc voilà, il a sacrifié son bon goût sur l'e-sport, c'est pas grave, c'est la vie. Et c'est exactement. Pas de shame, pas de shame. Mais si je peux me rattraper, je ne supporte pas, genre dans le sens où je regarde vraiment de loin. Je me rattrape, je rame comme je peux. Rame pas, Je rame comme je t'inquiète, t'es un squeezos, y a pas de souci, c'est la vie, Il a t'inquiète. dit le M-word. Mais du coup, voilà, je regarde un peu de loin et c'est comme ça que je suis rentré dans ce truc-là. Et moi, ça me fascine, tu vois. Je me dis, mais c'est juste dingue que des humains aient réussi à fédérer un groupe d'humains autour d'eux d'une manière aussi forte et qui, pour moi, c'est trop fort et c'est vers ça que j'aimerais tendre, tu vois. Qui est que, en fait, pour moi, si les gens t'aiment bien et qu'ils aiment ce que tu fais, ils voudront supporter ton projet, peu importe ce que tu fais. Si ce que tu fais est bien, bien évidemment, ils viendront te supporter. Et c'est quoi l'objectif? Parce que bon, j'imagine qu'au départ, l'objectif c'est gagner un petit peu d'argent, et puis tu l'as dit un peu dans ton évolution. Là, t'as créé un écosystème qui est sain, enfin ça gagne de l'argent, donc c'est bien, c'est une bonne entreprise, etc. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un objectif plus long terme, peut-être même plus personnel, qui t'anime, un rêve particulier, ou pour l'instant t'es encore vraiment dans le dur de business? Alors aujourd'hui, je reste dans le dur, même si récemment je commence de plus en plus à essayer de voir la suite, etc. Même si j'ai un niveau de vie qui n'a pas tant changé que ça depuis le début. Je gagne bien ma vie pour mon âge, j'ai pas à me plaindre, mais pour l'instant on est encore au point où on est, je pense, sur le point de bascule et on va voir ce que ça donne parce que une boutique marche bien, voyons voir ce que ça donne avec plus de choses, etc. Moi maintenant, les gens le savent, hein, j'aime
les belles choses. Honnêtement, j'adore les voitures, hein, je le parle depuis le début. Les gens le savent, mon rêve depuis le début, je veux m'acheter une GT3. J'en aurai une à jour, j'en suis convaincu. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Maintenant, je veux pas m'acheter une GT3 et vivre dedans. Je veux créer un truc cool, moi kiffer ce que je fais, et ensuite, si ça m'apporte des sous, trop bien, tant mieux, tu vois, et j'en suis content, mais je veux pas prendre des sous de la mauvaise manière, tu vois. Je veux vraiment laisser un truc où demain, je dis une bêtise, mes gosses, ils regardent mon parcours, ils disent, ok, c'est cool ce qu'il a fait, et pas, waouh, c'est un enculé, tu vois. Vraiment, c'est vraiment mon objectif, je veux faire les choses de la bonne manière, je veux faire ce qui me plaît, ce que je kiffe, je taffe avec mes potes aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler honnêtement quand je vais au taf, et c'est ce qui me fait kiffer, tu vois, et c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui. Maintenant, voilà, sur le long terme, l'objectif, c'est un peu comme quand au début je faisais les séries de 100 euros à 1000 euros, l'objectif c'était d'acheter une J4. Bah là, moi, l'objectif aujourd'hui, c'est à la fin d'acheter une GT3, mais c'est pas une fin en soi, dans le sens où après ça continue, tu vois, la vie elle continue. Et donc, j'ai ces objectifs-là. T'achètes une GT3 pour la faire rouler ou pour la garde garage? Moi, si je la prends, elle va sur circuit tous les week-ends. Ok. Ça, il y a aucun doute. Mais voilà, tu vois, et c'est important aussi pour moi de se mettre des objectifs en dehors du business. J'ai des objectifs business, je veux ouvrir tant de shops, je veux faire tant de chiffre d'affaires, etc. Mais aussi, j'ai une passion qui m'anime qui est enfin, les voitures en général. Et j'aimerais un jour pouvoir y accéder grâce à ça, tu vois. Mais si les deux se combinent, c'est trop bien. Et ça te fait pas peur, enfin, t'as pas cette sensation un peu de peur d'avoir réussi quelque chose d'aussi gros, aussi jeune, et puis là de te mettre dans le management, de gérer, en plus, prends le risque de recruter tes amis, etc. C'est parce que bah, tu l'as dit, t'as fait une alternance, donc Ouais. après t'es plus sur la formation du terrain que sur la formation, toi, des écoles, etc. Ouais, bien Ce qui, au final, dans l'entrepreneuriat, il faut relativiser les formations des écoles, mais peu importe. T'as un peu cette angoisse-ci, ou pour l'instant c'est vraiment que du kiff? Il n'y a pas de moment où il y a des peurs un peu au Moi, fond de toi? la vraie angoisse, honnêtement, que j'ai, si je peux en vrai, tu vois, ça me donne la chair de poule rien que d'en parler. C'est vrai. J'ai peur de regretter quelque chose, dans le sens où j'ai peur que dans 10 ans, quand je reviens en arrière, de pas avoir fait les choses assez bien ou de pas me mettre assez sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, ça marche très bien et on gagne très bien notre vie et la boîte marche bien. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis en train de m'intéresser à tout ce qui est système de holding, etc. Mhm. Parce que je veux pouvoir me sécuriser derrière. Et même si ce que je fais m'anime de ouf, je veux que demain, si tout s'arrête pour une raison X ou Y, que je reparte pas de zéro, tu vois. Et c'est vraiment la plus grosse peur que j'ai récemment. C'est une bonne peur, je pense. Mais qui est que je veux vraiment pas repartir de zéro parce que j'ai beaucoup donné. Aujourd'hui, je compte un peu plus mes heures, mais fut un temps, je travaillais 110 heures par semaine. Quand t'as 18 ans, que tous tes potes, ils sont en boîte, où ils sortent et ils jouent à la play, etc. Et toi, en fait, bah non, tu dois nettoyer des paires, tu dois faire tes photos, etc. Je veux pas revenir à zéro après avoir fait ces sacrifices-là, tu vois. Et comment tu te sécurises sur ça? Aujourd'hui, je suis très 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 bien accompagné par un comptable qui est spécialisé dans ce genre de trucs là. J'ai la chance de ça, enfin j'ai la chance, je l'ai trouvé aussi, enfin j'ai été le chercher aussi, tu vois, mais il est vraiment spécialisé dans ce système de fonder des holdings qui après te cherche, enfin te permet d'acheter, enfin d'avoir des SCI ou d'autres business, etc. Et c'est important pour moi et je commence de plus en plus à me sécuriser parce que je me dis ouais, aujourd'hui ça marche bien, c'est très cool, je me plains pas de ma vie, mais j'ai pas envie que dans 10 ans, je regarde en arrière, je fasse mince, putain, j'aurais pu avoir la GT3 et je l'ai pas eu à cause de ça. Ou alors j'ai eu la GT3, j'ai cramé et aujourd'hui je suis à la rue, tu vois. Et c'est vraiment ça que je veux, c'est que je veux faire les choses de la bonne manière. Dans ces quelques années de business que tu as derrière toi, parce que tu as commencé, j'ai l'impression, vers 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, 15-16 ans. 15-16 ans, donc ça fait 6-7 ans, et puis ça s'est professionnalisé petit à petit et accéléré. Tu as déjà quelques regrets? Il y a des choses où tu dis, putain, là j'aurais dû faire ci, ou j'ai merdé sur ça? Mon principal regret, c'est que je suis pas assez sérieux sur les réseaux. Je suis assez comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, je vais être très, 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 très sérieux. Puis le jour d'après, ça va pas du tout être le cas. Puis après, il va y avoir une vidéo par jour pendant un mois. Puis après, plus rien pendant 3 mois. C'est l'un de mes gros regrets. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin et attirer beaucoup plus de personnes grâce à ça si j'avais été plus sérieux. Maintenant, la vie est que bah, c'est comme ça que je suis. C'est là que je fais des sacrifices. Enfin, c'est ce que je sacrifie dans mon business. C'est comme ça. J'essaye aujourd'hui de m'entourer de gens pour que ça n'arrive plus. J'ai donc un cadre monteur que tu connais, je crois d'ailleurs, Kezia, je sais pas si tu le Bien sûr, bien sûr. vois, que tu connais bien, qui est là avec nous quasiment en full time. Et j'ai un agent qui en plus ça écrit les vidéos pour moi, donc les vidéos long format, justement type Camino. Ok. On est en train Donc tu te mets une vraie structure, enfin YouTube-like, ou en tout cas de créateur de contenu. Exactement. En fait, je me dis, tu vois, ce que je disais, c'est que depuis petit, j'ai toujours regardé YouTube. Depuis petit, je kiffe ça. Je me dis, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une boîte qui peut financer ça. Ce serait bête de pas capitaliser dessus et de faire en sorte de mettre un peu de sous et de faire des concepts qui, moi, me font kiffer. Et qui, demain, bah, imagine que tout s'arrête, ça me permet peut-être d'avoir une porte de sortie, tu vois. Donc, on verra. Mais moi, je pense que c'est primordial d'avoir un business qui marche bien et d'à côté d'avoir
cette notoriété-là, entre guillemets, amenée par les réseaux, parce que les gens, pour moi, encore une fois, on y revient, achètent le fait que, ok, ils aiment bien ce que tu fais, ils aiment bien ta personnalité, donc ils vont te supporter. T'as des rencontres, peut-être même de créateurs ou de gens de n'importe quel métier qui ont un peu changé ta trajectoire, t'as pris des claques à un moment de genre tu rencontres quelqu'un et tu dis ah ouais ok c'est ça le haut niveau ou c'est ça le truc. T'arrives à t'offrir le temps aussi de rencontrer des gens à l'extérieur en dehors de acheter, vendre, faire des vidéos. Honnêtement, je le fais pas assez, mais parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, honnêtement, de base. Je pense que ça vient aussi avec le fait que je sois jeune, tu vois, mais je suis assez introverti, donc je parle avec peu de monde, malheureusement. Il y a plein de relations que j'ai un peu gâchées parce que j'ai pas poussé plus loin, je pense. Maintenant, il y a quelques personnes qui m'ont quand même mis des claques dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de faire du business, entre guillemets. La première, c'est Flo, de Big Flo et Oli, et la première fois que je l'ai rencontré, on a passé 4 heures au resto, et on a parlé de plein de choses de la vie, etc. Et c'est lui qui m'a dit, non, prends un comptable, structure toi, faut que tu fasses les choses bien, etc. Et il m'a vraiment... moi, j'ai pas moi, je voyais des mecs qui faisaient des musiques et qui. Voilà. Et en fait, il a vraiment ce côté business que je trouve dingue et qui en fait son personnage maintenant aujourd'hui. On le connaît plus parce qu'il est présent partout aujourd'hui sur les réseaux, mais il m'a vraiment un peu inspiré là-dessus et il m'a donné beaucoup de conseils sur cette conversation-là qui est que tu sais pas de quoi il fait demain, structure-toi, fais les choses bien et on verra s'il y en est. Et la deuxième personne qui m'a le plus surpris, c'est Inox, par à quel point ce mec est vrai malgré tout ce qu'il fait et le temps qu'il accorde aux choses malgré tout ce qu'il fait. Et moi, c'est un truc que je fais pas assez, mais tu vois, c'est un mec qui a 12 000 trucs à faire, surtout à son âge, ce qui est dingue. Et la semaine dernière, on allait lui livrer des trucs, on a passé une demi-heure à parler de plein de trucs, tu vois. Et il nous pose des questions sur nos projets, il nous parle de lui, ses projets à lui, etc. Et je trouve ça impressionnant. Et moi, c'est plus sur ce côté-là humain que ça me. Vraiment, ça me parle. Je me dis, ok, je veux être ce mec-là, je veux être ce mec qui s'intéresse aux gens, qui pose des questions, qui pose des bonnes questions, etc. Et c'est un peu ce que dit Hugo dans le chat, c'est ne rien laisser au hasard. Pour moi, c'est important ce truc-là de, ok, t'as laissé une bonne impression, mais en plus de ça, tu t'es intéressé à la personne. Et en fait, tu t'es aussi un peu enrichi de la conversation avec la personne, tu vois. Et c'est un truc que je sais pas assez faire et que j'ai envie de travailler sur les années à venir, tu vois. Si, parce que j'ai l'impression que. En fait, c'est assez fascinant pour moi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, c'est que il y a toute une génération de créateurs, de créatrices de contenu, que j'appelle un peu les YouTube Kids ou les TikTok Kids selon les âges et les kiffs de chacun. Et je suis assez impressionné de ce que cette nouvelle génération est capable d'apporter en termes de niveau de jeu aussi vite. Indirectement, ça rebondit sur Squeezie qui dit que s'il avait dû percer aujourd'hui, il saurait pas comment faire. Gotha qui dit que le niveau de jeu est largement plus élevé. Enfin, il y a de plus en plus ce discours chez un peu les OG de dire mais waouh, le niveau de jeu est dingue là-dessus. Et c'est assez bluffant, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Et ce qui est encore plus drôle, c'est quand je me mets à poser la question à ces gens comme toi qui ont pété aussi à travers les réseaux, c'est quoi les conseils qu'ils donneraient? Est-ce que tu te sens déjà à l'aise pour donner des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer? Et puis j'imagine qu'il y a plein de gens qui te demandent naturellement. C'est quoi les conseils que tu te donnerais Qu'est-ce que tu as appris de toutes ces expériences? Moi, je sais pas si je suis assez légitime pour le faire, mais si j'avais un conseil à donner, c'est ne pas attendre le bon moment. Il n'y a jamais de bons moments. Je vois trop de gens se brider, même dans mon entourage, etc., parce qu'ils sont pas assez bons, donc je peux pas poster tout de suite, je vais attendre, etc. Fais les choses et vois après. Il y a une phrase en anglais qui est practice makes perfect. Et c'est fake it until you make it. C'est ces deux phrases-là qui, pour moi, marchent bien, qui est fais les choses et tu vas apprendre sur le tas, c'est comme ça que tu vas apprendre. Si tu fais rien, que tu te bouges pas, il y a rien qui va... En fait, si tu attends que les choses arrivent, il y a rien qui va se passer. Donc pour moi, c'est vraiment important de lancer les choses, se lancer, tu vas faire des erreurs comme tout le monde, mais c'est comme ça que tu vas apprendre et c'est comme ça que tu vas vraiment faire les choses mieux. Et le deuxième conseil que je peux te donner, c'est cherche le plus possible à améliorer ce que tu fais. Dans le sens où, ok, tu vas lancer ton truc, ce sera pas parfait, mais il faut que tu le lances. Maintenant, tu te rends compte que c'est pas parfait, cherche à l'améliorer. Comment tu peux corriger? En fait, sois perfectionniste, pour moi, c'est important. On est dans un moment que je trouve pas très beau sur les réseaux récemment quand même, où TikTok c'est un peu du contenu poubelle, où les gens s'en foutent un peu de ce qu'ils postent, etc. Moi c'est pas ma vision des réseaux, mais c'est comme ça, tu vois, si ça plaît aux gens tant mieux, mais je pars du principe où si tu fais les choses bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. En termes de mindset, j'ai l'impression que tu es assez libre sur les sujets d'argent, etc. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les gens de ta génération, puisqu'on a 14 ans d'écart. Et je trouve qu'il y a
une liberté sur les thèmes de l'argent, du business, de l'entrepreneuriat qui est de plus en plus forte, en tout cas, et notamment de ta génération. Toi ça t'angoisse pas de parler d'argent? J'ai l'impression que tu es assez libre avec ta communauté, que naturellement les gens viennent beaucoup te poser de questions et que, Bien sûr. et que tu réponds librement. C'est quelque chose qui te fait pas peur? Parce que c'est quand même beaucoup une peur encore pour des créateurs de contenu de parler d'argent. Ouais, après, moi, je pense qu'on l'a volé à personne. J'ai rien volé. Encore une fois, il y a beaucoup de gens ne veulent pas ma vie. Je travaille énormément. Tu vois, on est lundi, c'est mon jour de repos. Bah, ce matin, je faisais de la compta. Et puis ce matin, j'ai fait les derniers modifs pour le site qu'on va poster cet après-midi. Et puis là, je suis sur le podcast. Bon, là, j'ai pas l'impression de travailler, mais bon, ça fait partie du taf. Mais ça fait entre partie du guillemets. boulot, c'est du boulot. Voilà. Hein. Cet après-midi, quand je sors, je dois poster une vidéo. J'ai un call avec mon agent. Je dois faire la publication du site. Bref, il y a Une toujours belle des- journée de repos. Une belle journée de repos, exactement. Et le lundi, c'est mon seul jour de repos. Voilà, là aujourd'hui, vous avez ma journée de repos, c'est ça. Mais c'est comme ça, tu vois, ça fait partie du jeu. Et encore une fois, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre quand il y a des gens qui vont à l'usine pour manger et nourrir leur famille. Encore une fois, vraiment, je me plains Et pas est-ce du que tout. tu vois. comprends les gens qui ne veulent pas cette vie-là? Bien sûr. Bien sûr, parce que, encore une fois, bah justement, tu vois, on en parlait, il y a une phrase de Flo et Oli dans une vidéo de Mafia Calato il y a pas très longtemps, mais qui est très vraie, qui est que moi, ma réussite, mon objectif, mon Everest, entre guillemets, c'est Ton Kaizen. exactement, mon Kaizen, c'est la GT3 et le lifestyle qui va avec. Il y a des gens, leur Kaizen, c'est juste avoir une petite ferme et faire leur taf tranquillement dans leur coin, embêter personne, avoir une femme et juste passer leur vie à deux tranquillement, tu vois. Et chacun son mindset. Moi, c'est pas le mien, mais je vais jamais aller dénigrer quelqu'un pour qui c'est Ça- son kiff, tu vois. Sachant qu'on le sait, et tu l'as indirectement, tu l'as dit aussi même, je pense que tu l'as dit, il y a aussi la plupart des gens qui cherchent simplement à survivre. Ouais, exactement. Et ça, c'est ça. et je pense que tu as conscience, et de toute façon, ça se sent aussi dans ce que tu dis, qu'on vit quand même dans un monde qui est chaud, quoi. Financièrement, c'est très très chaud, quoi. C'est comme si, tu sais, il y a les kiffs de riches, indirectement les sneakers, et je pense que Bien tu le sûr. sais, en fait partie, même si le plaisir d'avoir des belles chaussures et la passion de la sneaker, c'est pas quelque chose de riche, mais aller collectionner, acheter des godasses à 8000 balles et tout, bah, C'est ça, c'est pas c'est pour tout le monde, l'ultra bien luxe sûr. carrément. Carrément. Et il y a la réalité dans laquelle on vit qui est que bah, les gens crèvent la dalle, quoi. Ouais. C'est chaud, ça. Bien sûr, non, franchement, moi, c'est l'un des trucs, tu vois, encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est trop bien de partager des beaux messages et de dire aux gens qu'il faut qu'ils se lancent et tout, mais je comprends complètement le mec qui, bah, en fait, ou la meuf, hein, ça sert à même, mais qui a deux enfants à nourrir, qui est au SMIC, qui se la tue, et tu vas lui demander, il est mort, il fait des heures sup, tu vas lui demander en plus de ça de lancer un business à côté. Alors oui, bien évidemment, que si tu veux demain changer ce train de vie-là, c'est par là que ça passe, mais c'est des risques qui sont trop élevés pour certains, parce que tu as des responsabilités qui sont très élevées, tu vois. Et encore une fois, on est dans une France une économie qui est très 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 dure. Moi, j'ai la chance de jeune, j'ai pu commencer à toucher des salaires qui sont très intéressants pour mon âge, donc je me plains pas, je mange ce que je veux, je vais au resto quand je veux, etc. Et j'ai la chance de ça. Mais le fait est que la vie est pas facile et donc oui, bien évidemment, je peux pas reprocher aux gens qui préfèrent un confort de vie plus simple ou même des fois qui n'ont juste pas le choix parce que c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. T'as un objectif de revendre Swave ou c'est trop parti de toi parce que en fait comment comment tu vois les choses? Est-ce que tu te dis bah voilà, une fois que je ferai 10 millions, 15 millions, 20 millions de chiffre d'affaires, je revends? Il y a un moment où tu te poses pas encore toutes ces questions-ci et t'es plus dans un mode Non, ce serait mentir de dire que je n'ai aucun objectif de vente, Ok. dans le sens où je pense que n'importe quel entrepreneur qui commence à avoir une boîte qui marche bien a pour objectif un jour de faire un exit, mais le faire de la bonne manière. Petit 1, aujourd'hui, je vois pas comment ce serait possible dans l'état actuel des choses. On verra les opportunités qui viennent dans le long terme, etc. Aujourd'hui, la boîte est trop reliée à mon image, et sans moi, la boîte n'existe pas. Alors, je suis pas un mégalo, hein, les gars, c'est juste c'est un cas qui est, enfin, c'est le fait qui est que je suis le seul qui rachète. Et qui plus est, les gens viennent aussi beaucoup parce que bah, c'est moi, etc. Tu vois. Donc aujourd'hui, ce serait compliqué. Maintenant, oui, bien sûr, encore une fois, si c'est fait de la bonne manière, j'ai plein d'autres passions dans la vie, j'adore le sport auto. Et moi, ça me dérange pas de faire du sport auto toute ma vie après, si demain je prends un bel exit. Donc oui, bien évidemment, mais encore une fois, de la bonne manière, parce que ce serait trop dommage de le revendre à quelqu'un qui fait les choses mal et qui derrière juste va tabasser les gens sur les prix et que c'est mal fait, tu vois. on n'en a pas du tout parlé, et tu as vu, je suis assez libre hein, dans les directions que je Bien sûr, prends et clairement. tout. On n'a pas parlé de levée de fonds. Ouais. Parce que ça aurait pu être une opportunité pour toi de lever des fonds. En plus, tu as la chance de connaître des gens fortunés, tu as des clients fortunés, Bien sûr, carrément. voilà, tout ça. Et puis même, tu as une réussite qui est extrêmement intéressante, je pense, pour beaucoup d'investisseurs. Ça a jamais tapé à ta porte? Moi, le Kikikix We The New qui ont coulé, ça me fait peur. Ouais, je Tu comprends. vois, c'est ce truc-là qui me fait peur, qui est qu'aujourd'hui, en faisant les choses à notre rythme, je suis pas pressé, j'ai 20 ans. Alors oui, bien évidemment que je pourrais faire beaucoup plus de sous et peut-être dégager beaucoup plus d'argent
ou pas grâce à une levée de fonds. Mais j'ai déjà cette peur de ce truc-là. Deuxièmement, alors oui, j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont des boîtes, etc. Très peu on fait des levées de fonds. Je sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai peu de gens autour de moi qui ont fait des levées de fonds. Je sais que toi, ça a été ton cas, mais tu vois, je n'ai pas du tout cette expérience-là, et c'est un truc qui me fait un peu peur parce que je ne connais pas du tout ce milieu-là. Comme la plupart des créateurs de contenu en France. Alors, aux États-Unis, notamment Beast, etc., a montré un exemple, et c'est vrai que ça. Voilà. Aujourd'hui, le monde des startups, levées de fonds, et le monde des entrepreneurs d'Internet, c'est des mondes qui discutent assez peu. Ouais. Je pense que ça peut exploser dans le futur si tant est que les créateurs le veuillent, mais il y a vraiment cette méta chez les créateurs en tout cas que j'ai rencontré de j'ai envie que ça m'appartienne. Ouais. Ce qui est honnêtement plutôt sain et ça ralentit l'accélération potentielle, mais ça fait qu'au moins t'es maître de ton avenir et de même de tes choix. Hein. Ouais, il y a beaucoup de ça. Tu vois, moi aujourd'hui, actuellement, je possède ma boîte à 100%. Il n'y a pas un seul autre. T'as pas d'associé? J'ai pas d'associé. C'est vraiment moi tout seul. Okay. J'ai la chance d'avoir ma copine qui m'a aidé depuis le début, et bien sûr qu'un jour elle récupérera des parts parce que c'est la suite logique des choses. Mais aujourd'hui, je suis à 100% propriétaire des parts de la boîte, et j'ai pas envie de perdre un peu ce contrôle-là et ce libre arbitre de je fais ce que je veux demain. Si j'ai envie pour une raison X ou Y de fermer la boutique pendant 2 mois et après faire ça, je le fais, tu vois. Et c'est l'avantage qui est que je suis vraiment libre 100% de ce que je fais. Je peux avoir des besoins si demain je veux ouvrir 2 boutiques, etc. Mais c'est pas non plus l'urgence, et je préfère le faire comme je le fais, de le faire posément et d'être sûr que tout fonctionne bien dans les bons sens avant d'ouvrir autre chose, et de le faire de la même manière que quand j'ai ouvert une première boutique, qui est que ok, j'ai les moyens pour le faire, je le fais. Je préfère faire ça avec mon argent et être tranquille dans ce que je fais, quitte à perdre quelques opportunités, plutôt que vouloir aller trop vite, monter trop tôt, et en fait perdre un peu la main sur ce que je fais, et des fois se prendre les pieds dans le tapis, tu vois. En termes d'expansion, il y a un point qui est évoqué qui peut être hyper intéressant, c'est celui de la franchise. Forcément, j'imagine que c'est un modèle que tu as regardé parce que commerce, proximité, j'imagine que forcément, et puis tu en entends parler, c'est quelque chose sur lequel il y a de plus en plus de documentation. Tu imagines dans ton monde, dans ton écosystème, que ça peut avoir du sens la franchise, ou c'est vraiment pas du tout pertinent par rapport à ce que tu fais? En fait, moi, l'un des trucs qui me fait peur dans la franchise, on en parlait tout à l'heure, c'est cette qualité du service, pour moi, qui est très importante. Je préfère demain prendre un peu plus de temps, selon moi, mais ouvrir mes propres boutiques et mettre des managers c'est pas des franchises qui vont pas avoir autant de, enfin, il n'y a pas autant de rentabilité que si tu avais une franchise, mais on va proposer vraiment un beau niveau de vie et un beau salaire et un beau poste, etc. Et que moi, derrière, j'ai le contrôle sur ce qui se passe, plutôt que d'avoir des franchises. Tu vois, genre, je te donne un truc tout bête, mais ce qui s'est passé suivi un peu rapidement, mais ce qui s'est passé avec Valouz et Burgos à Paris, où il y a eu des problèmes avec ses associés, etc. Moi, ça me fait un peu peur, et je préfère perdre un peu de temps, encore une fois, mais faire les choses bien. Et demain, si Swave, ça devient gros et qu'il y a 3-4 boutiques, et qu'on sait comment ça se passe pour une boutique, et qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour donner les clés à un mec pour ouvrir une franchise, vas-y, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est pas mon objectif. Je préfère ouvrir moi-même mes boutiques. On a pour projet, les gens le savent, ça fait quelques mois qu'on commence à le dire, je veux ouvrir une autre boutique en 2027, c'est vraiment l'objectif. Okay. On verra ce que ça donne. Mais pas à Paris. Mais pas à Paris. Pour nous, Paris, c'est une boutique. On n'est pas un courir, tu vois, il n'y a pas besoin dans toutes les villes. Il y aura une boutique physique à Paris, ce sera autre part. En France, en Europe, je ne sais rien, mais ce sera autre part. C'est quoi l'intérêt d'ouvrir une deuxième boutique? Par exemple, en France, ce serait quoi l'intérêt? C'est de pouvoir acheter... Ouais, t'as les deux, t'as acheter et vendre. Aujourd'hui, comme il y a quand même 35% de nos ventes en boutique qui sont des ventes physiques, t'as quand même beaucoup de ventes. Si demain, la nouvelle boutique s'autofinance, genre, ok, j'ai un salarié qui me coûte tant, le crédit pour les nouveaux travaux me coûte tant, le pas de porte m'a coûté tant, etc. Et que je vends pourtant, donc c'est rentable, il n'y a aucun intérêt à pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où la boîte, elle me rapporte plus de sous, il n'y a aucun intérêt à pas le faire. La deuxième chose, c'est oui, le sujet de l'achat. Le fait est que ça fait 3 ans qu'on rachète quasiment non-stop. À un moment donné, il faut réussir à trouver des nouvelles trucs, enfin des nouvelles entrées pour avoir des nouvelles paires différentes. Tu vois, aujourd'hui, l'un des gros sujets que j'ai moi récemment, c'est que les gros collectionneurs qui ont des grosses paires, j'en ai moins. J'ai beaucoup de gens qui viennent me vendre des petites paires genre à 50-100 balles. Petites paires, on s'entend, mais j'en ai beaucoup. Mais des gens qui vendent des paires à 700, 800, 900 balles, j'en ai beaucoup moins. Est-ce que c'est pas lié à ta méthode de négociation? Parce qu'en fait, ce qui est particulier, moi je suis un négociateur, alors c'est sur d'autres types de trucs, tu vois, mais en fait c'est une méthode de négociation qui est presque de la non-négociation, parce qu'en gros tu dis, bah voilà, ça vaut tant, moi je fais cette marge aussi, donc le prix c'est ça. Bien sûr. La négociation en fait elle est marginale. Ouais. En fait, tu vois, c'est genre à quelques points près, mais en gros, c'est ce que tu vas faire 32% de marge ou 33% de marge, 34, 35, mais tu vas pas... En fait,
douillé, et je t'ai vu de toi-même, enfin vraiment dans les vidéos, le mec te propose un prix, tu dis mais mec c'est trop bas, donc je te donne plus. Ouais, bien Et sûr. puis quand il donne un prix trop haut, tu dis bah non, voilà, moi mon modèle c'est ça, donc c'est Bien sûr. c'est hyper carré. Donc tu sais, ce qu'on appelle, t'as mis une encre de négociation qui est hyper transparente, Mhm. mais qui fait que potentiellement, bah personne peut venir faire une extra bonne affaire en revente. En gros, tu sais ce que tu vas gagner quand tu viens chez toi. Bien sûr. Donc, tu vois, je sais, imaginons ma paire, bah, elle vaut, tu vas la revendre 300. Elle vaut 300, donc tu vas la revendre 300. Je sais que je vais venir chercher 200 chez toi. Ouais. Bon, bah, en fait, dans un monde où on peut vouloir négocier, douiller, etc., Mhm. t'as un peu cassé ce système-ci. Est-ce que tu penses pas que ça, c'est à la fois une grande force, Mhm. mais aussi ça te contraint dans ces fameux méga revendeurs, ou en tout cas collectionneurs? Bah, en fait, pour moi, oui et non. Parce que oui, bien évidemment que ceux qui ont beaucoup de paires, des grosses paires, etc., qui savent exactement précisément la valorisation de leurs paires, bien évidemment que ça les freine parce qu'ils vont perdre des sous, ils le savent. L'autre point, c'est qu'ils veulent revendre où s'ils viennent pas revendre chez moi? Y a pas d'autre acteur. Aura. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Aura. honnêtement. Aura. Bro, tu vas Honnêtement, vendre où? Non, pas mal. Non, mais c'est vrai. En vrai, la plupart des autres vendeurs, malheureusement, achètent moins bien que nous. Si tu veux vendre après sur Vinted, bon courage, parce qu'il y a 58 000 paires de fakes sur Vinted. Bah, bon courage pour réussir à te dépatouiller autour de ça. Et oui, tu peux vendre sur Vinted. Moi, je dis toujours sur Vinted, si tu prends tes 10 paires que tu vas me vendre, tu vas réussir à tirer peut-être 10-20 euros de plus par paire. Ok, pas de souci. Maintenant, tu vas négocier pendant 6 mois avec des mecs qui vont te mettre des tunnels comme pas possible, te demander des photos pour que ils te relancent jamais, des colis perdus. C'est un autre métier, hein. Vraiment, pour le coup, c'est un autre métier. Donc, on le dit, on est un facilitateur de tu veux vendre tes paires, tu viens chez nous, c'est vendu. Fin. Carré. T'as la méthode de pile ou face, quand Ouais. même. Ouais. Donc le pile ou face, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, c'est simple, il y a débat sur le prix. Tu sors la pièce et tu dis bah voilà, pile, je vais sur ton prix, face, je vais sur ton prix, etc. Comment tu décides des pile ou face? Et je vais te poser une question hyper cash. Est-ce que avant que tu lances la caméra, tu te mets d'accord avec les mecs? Parce que parfois je me dis, vas-y, en fait c'est trop. Tu vois, c'est Bien trop. sûr. Est-ce que vraiment la caméra elle est lancée pile au moment où le mec arrive, ou Moi, j'ai un c'est un avantage. peu écrit, tu Non, vois? mais moi, j'ai un avantage, je suis en live tout le temps. Je suis tout le temps en live. Ok. Quand on fait les sessions achat, on est en live. Il n'y a rien d'écrit. Tu vois, ils le disent dans le chat, non, c'est full live sur Twitch. On est tout le temps en live. On peut pas tricher. Toutes les négociations que tu vois en live, tout est 100% réel. Tu vois, il n'y a rien de joué et d'écrit, etc. Après, récemment, ce qu'on fait, c'est que les vidéos, on les tourne. Donc, il y a Kezia qui est là qui cadre les trucs. Donc, on va juste rejouer le bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. L'intro, c'est tout. Mais à part ça, tout est full live. Tout est C'est en full live. live. Donc, les pile ou face, il y a des mecs qui viennent, qui ont, je sais pas, pour 500 balles de paire et qui repartent avec zéro parce qu'ils ont fait un pile ou face 0 000. C'est arrivé une ou deux fois. Souvent, c'est quand même plus moi qui me fais niquer qu'autre chose. Mais ça arrive. C'est comme ça, tu vois. C'est le jeu et les gens sont quand même plutôt bons joueurs. C'est arrivé une fois, on en avait fait un TikTok qui avait bien marché, mais d'un mec qui avait perdu pile ou face et qui a repris ses paires. Honnêtement, je savais pas trop comment réagir sur la situation, donc la prochaine fois, maintenant je suis préparé et habitué à la situation, mais demain, si ça doit arriver, je sais comment réagir. Mais honnêtement, les gens sont bons joueurs, ils savent, c'est comme ça, tu vois, ça fait partie du jeu. Après, faut être un peu con pour faire un pile ou face 0 1000, non? Non, il y a des gens qui sont joueurs. Non, mais non, mais toi, tu t'en fous parce que bon, l'un dans l'autre, ça doit s'équilibrer dans l'ensemble. Ouais, Mais le mec, il vient, il a sa paire à 800 balles et pour gratter 200 balles, il va faire. Enfin, moi, je trouve ça fou, mais après, peut-être que c'est moi bah qui non, suis trop. en gros, nous, l'avantage, c'est que demain, si je te propose 700 balles, si on fait un pile ou face 0 ou quelque chose, on va faire un pile ou face qui tout double en fait. Donc on va faire un 0 ou 1004. Tu vois ce que je veux Ok. dire. Donc t'as des gens qui sont en mode. Vas-y, je m'en fous, vas-y, je suis venu juste pour jouer, juste pour l'expérience. Go, on fait un 0 ou 600. La semaine dernière, j'ai eu un 0 ou 600 que j'ai perdu et j'en fais encore des cauchemars. Mais Parce que la paire valait 300? ouais, en gros, c'était 3 paires, ça valait pour 300 balles. Et en gros, donc moi, si tu reprends le même principe, quand j'achète 300, je vends pour 450. On a fait un pile ou face, j'ai payé 600 balles pour les 3. Donc là, j'ai l'air con. Mais c'est comme ça, tu vois, ça fait partie du jeu. Et c'est censé s'équilibrer un peu. Le fait est que je suis maudit, je pense. Donc ça s'équilibre pas tant que ça. Je pense que je suis à 40% de défaites pour 60% de. Enfin, l'inverse, 40% de victoire pour 60% de défaites. Ok, donc t'es à perte. Et je suis un peu à Alors perte. après, les TikTok buzzent plus quand les pile ou face, c'est les TikTok qui buzzent, non? Ouais, et de toute façon, dès qu'il se passe un truc un peu bizarre, c'est le TikTok qui marche. Et donc, moi, je sais, quand on fait un gros pile ou face et que ça marche pas, et que j'ai perdu 100 balles, je sais que je poste le TikTok, je vais récupérer plus ou moins mes 100 balles sur le TikTok. Tu vois. C'est une ads. C'est exactement. C'est une ads. Donc, C'est bon. en vrai, ça reste ok, tu vois, et ça me permet d'amener du monde sur la page et tout. Donc, c'est pas très, très, très grave. Mais oui, tu vois, le TikTok du mec qui est venu et qui a perdu pile ou face et qui est reparti avec ses paires, je crois qu'il a fait genre 500-600 000 vues, il m'a rapporté genre 400 balles. C'est génial, tant mieux, tu vois. Easy c'est win. ok, ouais, carrément. Easy win. Et tu achètes des paires signées ou est-ce que tu vas plus loin que la sneakers, on va dire édition limitée un peu classique,
mais avec je sais pas, elle est signée, elle a cette histoire-ci, tu sais, ce côté un peu presque galerie d'art, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est la paire que Inoxtag avait dans l'avion qu'il a emmené Ouais. pour Kaizen, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que tu fais ce genre de truc? Non, je fais honnêtement pas trop. C'est un métier à part pour moi. Tu vois, genre, je suis pas Pawn Stars. Honnêtement, je suis pas ce mec, je suis pas. C'est pas mon métier. Le seul truc qu'on fait un peu, c'est que des fois, quand t'as certaines paires qui sont signées par le créateur de la paire, genre les Travis qui sont signés par Travis, les Off-White qui sont signés par Virgil Abloh, les Sean signés par Sean, c'est les 3 exemples que je te donne là, c'est quasiment les seuls paires signées qu'on prend un peu. Ça ramène un peu de valeur, mais pas tant que ça. Tu vois, je te prends un exemple, une paire de Travis qu'on vend 1000 balles. Si elle est signée par Travis sur la paire, on va peut-être la vendre 1004, tu vois. Ok, mais bon, quand même. Mais ça augmente, non, ça augmente pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Maintenant, on va pas. C'est moins mon métier. Carré. Voilà. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. On arrive tranquillement vers la fin de la discussion. Donc, mettez toutes vos questions et comme ça, je pourrai en sélectionner quelques-unes. Moi, je suis vraiment bluffé par ta maturité business. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup à l'instinct. Ouais. Mais j'aime bien cet instinct de, tu sais, très empirique, comme on dit, très. Bah, tu fais et puis tu vois et puis tu vois, j'ai l'impression que tu vas bien s'entourer, enfin en tout cas que tu écoutes vraiment les conseils aussi, et c'est assez rare pour des gens qui ont la chance de réussir. Tu sais, parfois la réussite facile, c'est pas créer, attention, il y a le travail, hein. Oui, non, Mais la bien sûr, réussite facile, c'est genre tu sais, il n'y a jamais d'accro, quoi, tu vois, Ouais. genre ça fait tant de ventes et puis ensuite c'est 1 million, puis ensuite c'est 2 millions, tu vois, et ça monte comme ça. Parfois il y a une espèce de séparation par rapport à la réalité, et je n'entends pas ça. Donc je me permets alors très C'est modestement de le dire parce que je trouve que Avec plaisir. c'est important. Quelle est ta vision sur la concurrence avec les autres magasins de sneakers? Est-ce qu'il en existe encore beaucoup? Il en existe un gros, honnêtement, mon gros concurrent, mais en plus ça c'est un ami, donc c'est pas très grave, c'est Dimension Store, qui pour le coup est beaucoup plus gros que moi. Il a, je crois, 7 shops en France, répartis beaucoup quand même dans le sud de la France, et il a un pop-up au BHV. C'est quand même deux approches qui sont très 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 différentes. Lui, il a une position de prix qui est quand même bien plus élevée que la nôtre, mais parce qu'il a aussi une proposition produit qui est différente, dans le sens où lui, il a quasiment tout. Honnêtement, Ok. tu vas chez lui, il a quasiment tout. Donc, c'est vraiment une approche très différente. Il vend beaucoup plus cher. Maintenant, je pense que ses clients ne sont pas mes clients. Parce que voilà, c'est vraiment deux manières différentes de vendre. Donc ça me fait pas peur. Maintenant, si demain il y a deux personnes qui sont amenées à faire les mêmes choses que nous, bah on adaptera, il n'y a aucun souci, tu vois. Pour le coup, Dimension en l'occurrence a commencé à faire du rachat et ça marche très bien pour eux, et tant mieux, tu vois. Mais nous, ça ne c'est pas pour autant qu'on a moins de gens qui viennent nous vendre des paires. Donc c'est vraiment deux manières différentes de faire les choses. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que moi, quand j'ai commencé à faire du resell, il y avait des dizaines de shops sur Paris, tu vois. Et c'est pas pour autant que j'ai pas réussi à me faire une place. Donc je pense que si tu fais les choses de la bonne manière, il n'y a pas de souci. Une question me vient et je m'étais noté de la poser, mais bon, ça m'a échappé, donc je suis content qu'elle revienne. Comment légalement tu peux racheter des paires? Parce que, en fait, tu rachètes à des gens qui sont pas des boîtes, Ouais. pas nécessairement. Mhm. Comment ça marche comptablement, si tu peux en parler? Je veux pas te mettre dans la Non, sauce, hein. aucun souci, mais de toute façon, Mais je suis c'est full, un vrai sujet parce que tu fais bien sûr. tellement. Enfin, tu vois, on parle de sommes qui sont tellement énormes que j'imagine que tu es ultra suivi sur ça. Ouais. Comment légalement ça tient? Alors, mon nouveau comptable, quand je lui ai expliqué le projet, il a paniqué. Vraiment, Ah, mais honnêtement, non, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis. c'est un enfer, bien sûr. En gros, nous, donc, en tant que professionnels qui rachètent des particuliers, on fonctionne de la même manière qu'un cash express. En gros, on a ce qui s'appelle un registre de police. Ok. Donc, en gros, moi, c'est hébergé sur Airtable, mais ça peut être sur, enfin, ce que tu veux, grosso modo. Ou dedans, en gros, donc, tu mets ton produit, le prix auquel tu l'as payé, la taille, l'état, etc., le nom de ton vendeur, sa pièce d'identité, son adresse, et il signe une facture d'achat en disant j'ai vendu tel produit tel jour Ok. pour tel prix. Et en fait, moi, ça fait que légalement, je suis protégé. Je fais plus du tout de transactions en espèces. Au moins, il n'y a pas de doute de est-ce que, en gros, il a mis qu'il avait acheté la paire 500 balles alors qu'en fait, il a acheté 450 et il s'est mis 50 balles dans la Ouais. poche. Moi, je fais tout en virement en PayPal, comme ça, tout est Virement tracé. instantané. Ouais, exactement, comme ça, tout est tracé, tout est suivi, pardon, et j'ai pas de problème par rapport à ça. Et en fait, c'est juste un enfer. J'ai 25 000 lignes entrantes, 25 000 lignes sortantes, et en gros, après, il faut tout relier, etc. Le comptable, il doit te détester, non? Le comptable me déteste Enfin, un il peu, t'adore et il te déteste. Ouais, exactement. Et c'est la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit waouh, bon bah j'espère que t'es prêt parce que ça va coûter. Ah bah, 25 000 lignes comptables, il va exactement. dire. Mais maintenant, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et n'importe quel cash express qui fait la même chose que nous, il y a des cash express qui font plus de chiffre d'affaires que nous. Il n'y a pas de question là-dessus. Ils marchent de la même manière. Et même, tu peux prendre les marchands de l'automobile, c'est le même fonctionnement quand ils rachètent un particulier, etc. Vraiment, c'est la même chose. C'est juste, nous, on est sur le régime de TVA sur marge. Donc, parce qu'on collecte pas de TVA quand on achète le produit. Donc, on a seulement 20% de TVA sur la marge qu'on fait. Et derrière, on a une automatisation qui fait qu'on a un registre police qui relie notre vente sur Shopify, donc sur notre site, à notre registre police, et au moins tout est tracé, tout est suivi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de TVA sur les achats
que tu fais? Non, moi je récupère pas la TVA sur les achats que fait, mais par contre, imaginons j'achète un produit 300 et je le vends 400, je vais pas avoir 20% de TVA sur les 400, je vais avoir 20% de TVA sur les 100 euros de marge que je fais. Ok, carré. Ça, je ne savais pas, mais c'est une vraie question. Question aussi, est-ce que tu regardes les créateurs qui font comme toi, mais sur d'autres secteurs, on nous prend l'exemple de Vucom sur les montres de luxe aux US. Est-ce que ça, c'est des choses que tu regardes? Je le fais assez peu honnêtement. Je regarde, honnêtement c'est toujours bête, mais je regarde toujours les vidéos de Rami Icon qui fait du rachat. Je sais pas pourquoi, ça me passionne, j'aime trop. J'ai commencé comme ça, et même si je bouffe du rachat toute la journée, j'aime toujours bien regarder ces vidéos. Et sinon, non, je regarde honnêtement assez peu malheureusement d'autres créateurs sur ce type de contenu. Est-ce que, autre question, et on passe un peu du coq à l'âne, mais peu importe, la plupart des paires que tu vends ou que tu as, c'est des paires que tu as achetées à des particuliers qui viennent te voir, ou tu as d'autres moyens d'acquérir des paires? Alors, tu nous as parlé un petit peu de l'achat entre gros boutiques ou gros revendeurs. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux revenir sur c'est quoi les différents moyens pour toi de choper des paires que tu vas revendre derrière? En gros, nous, on a deux gros moyens. Le premier gros canal, c'est... on a même trois canaux maintenant. Le premier gros canal, c'est les gens qui viennent nous vendre leurs paires en boutique. En ce moment, on achète aux alentours des 100 paires par jour. À chaque fois, c'est des sessions achat de 3 heures. On achète à peu près une centaine de paires. Les gens viennent, ils déposent leurs paires, on leur achète. Le deuxième moyen qu'on a, c'est qu'on a des fournisseurs qui sont, entre guillemets, des auto-entrepreneurs, du resell. En fait, ils poncent Vinted pour nous. Et ils les renettoient, ils refont la sexta, comme ça nous on n'a pas de travail à faire, et ils nous amènent les paires, Ok. on leur achète les paires. Eux généralement aussi ils sont en régime de TVA sur marge, la plupart, donc au moins moi j'ai pas de problème niveau TVA 20%, etc., je suis tranquille. Et la troisième chose, c'est que maintenant j'ai un de mes employés qui lui aussi ponce Vinted. En fait j'ai un employé qui, il a un fils, donc il a son salaire, et il est payé aussi à la commission, donc je lui donne un pourcentage du bénéfice qu'on fait, et donc grosso modo, lui il ponce Vinted pour moi, il reçoit les produits, il les renettoie, et on les remet en vente derrière. C'est mes trois grands canaux d'acquisition, je dirais que c'est quand même 60-65%, c'est les mêmes 70%, c'est l'achat en boutique. Il y a 20-25% qui sont nos fournisseurs et les 5% restants, c'est l'achat Internet pour l'instant. J'ai pas posé la question, mais t'as combien de collaborateurs, collaboratrices, employés en ce moment? Au total, on est 7, en me comptant moi. Ok, pas mal. Est-ce que les live Whatnot, donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais trois un peu modalités de revente, Ouais. Et dont une c'est un système d'enchères donc sur une application qui s'appelle Whatnot. Il y a aussi eBay Live qui existe, mais peu importe, toi tu es sur Whatnot. Est-ce que tu es rentable? C'est une question qu'on pose. Est-ce que tu es rentable sur ces ventes-ci par rapport à aux autres canaux de vente? En fait, il faut dire un truc tout bête, c'est Whatnot, c'est ce qui fait qu'on est rentable. En gros, aujourd'hui, sans Whatnot, si tu comptes mes ventes, etc., je vends à peu près 70% de mon stock. Sauf que je rappelle, je fais 30% de marge. Donc s'il me reste 30% de stock, en fait j'ai rien gagné, j'ai fait 0, j'ai acheté pour 100 000, j'ai vendu pour 100 000, il me reste 100 paires en plus, mais j'ai rien gagné. Aujourd'hui Whatnot, ça me permet que peu importe le prix qu'elles partent les paires, elles partent, donc je récupère des sous. Le fait est que honnêtement Whatnot nous fait gagner des sous, hein. Les gens pensent, parce qu'on utilise beaucoup le terme braquage, on se fait des fois dépouiller sur certaines paires, mais au total, enfin au global, ça s'équilibre vraiment énormément. Whatnot, t'inquiète pas de soucis, Whatnot nous fait gagner des sous, qui plus est, on est partenaire de l'application, donc on a en plus un contrat avec eux, ça c'est pas caché, donc en plus de ça, on est rémunéré pour ça. Mais Whatnot nous permet de générer nos bénéfices parce que je dis une bêtise. On a acheté pour 100 000, on a vendu pour 100 000, il me reste, je sais pas, genre 30 000 balles de stock. Même s'il partait pour 25 000, vu que c'est vendu aux enchères, je pourrais théoriquement le vendre à perte parce que c'est légal vu que c'est vendu aux enchères, c'est pas moi qui le vends exprès à perte. Mais en plus, ça, c'est pas le cas parce que souvent ça part plus cher. On a le droit de vendre à perte, même quand on est un professionnel aux enchères. Ouais, exactement. Okay. Mais il faut que ce soit sous un certain régime, dans le sens où si tu l'as acheté, tu l'as vendu le lendemain à perte aux enchères, ça va être contrôlé. Nous, c'est pour ça que c'est sous 6 semaines qu'on le fait pour montrer qu'on a vraiment fait le maximum. C'est-à-dire que la paire, elle a été mise sur le site, on l'a mis en boutique, on a mis des promotions sur le site, le produit ne s'est pas vendu, il est considéré comme un stock mort, donc on l'envoie aux enchères. Qui plus est, nous laisse l'autorisation de vendre à perte, mais c'est pas voulu. Et en plus ça, généralement, honnêtement, les 90% des produits qu'on vend sur Whatnot ne sont pas vendus à perte. Carré. Généralement, on récupère pas grand chose de plus, mais au moins le produit est parti, quasiment prix d'achat. Même si des fois c'est 10 €, on récupère nos sous et on passe à autre chose, tu vois. Sur les faux, j'imagine que de temps en temps on a essayé de te refourguer quand même quelques faux ci et là. Tu t'es déjà fait avoir par défaut? Il y a déjà des gens à qui t'as vendu et qui sont revenus te voir parce qu'en fait tu leur avais vendu des faux que toi t'avais pas capté. Comment tu te prémunis de ça? Parce que si je fais un peu l'analyse de risque, il y a le risque de au final mal lire le vrai prix, etc. Mais le faux me semble être un vrai risque. Bien sûr, ouais, c'est le plus gros risque du business. Nous, honnêtement, aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on rachète le produit, on authentifie le produit sur le moment, et ensuite, une fois que le produit est acheté, le soir, on revérifie tout. Parce que moi, je suis dans le cœur de l'action, je suis dans le feu, je regarde rapidement, je fais pas forcément attention, je regarde un peu, mais je fais pas forcément attention. Donc le soir, je revérifie tout. Le fait est que ça fait quand même bien 6 mois que c'est pas arrivé que je me rende compte le soir que j'avais acheté une paire fausse. Honnêtement, j'arrive maintenant quand même à
Je trouve que je m'en sors bien. Tu vois, ça fait 6 mois que j'ai pas eu de problème. En 6 mois, j'ai dû acheter peut-être, je sais pas, 15 000 paires. Pas une fausse. Ouais, tu me dis parce qu'en fait, c'est 6 mois, 15 000 paires. Tu vois, c'est Ouais, genre. peut-être 10 15 000 paires. Non, Je mais sais c'est pas, énorme. ça, C'est énorme. genre juste. C'est énorme. C'est dingue. Et pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Maintenant, sur ce qui est de la gestion du faux, je touche du bois, ce n'est jamais arrivé qu'on vende un produit faux à un client. Ok. Maintenant, on a une politique qui est assez simple là-dessus. Demain, tu as un problème avec ton produit, tu n'es pas à l'aise avec ton produit. Jamais on va être chiant à te dire ah non mais t'as dépassé le délai de retour, tu n'es pas serein avec ton produit, fais-moi un retour. Je vais pas être casse-couille là-dessus, je vais peut-être faire déclencher plein de retours de gens qui ont dépassé le délai, qui vont se dire ah bon bah c'est la bonne essuie, je vais dire que c'est une fausse, donc du coup je la retourne. Mais entre guillemets, moi si quelqu'un a un problème avec son produit, je le laisse me retourner son produit. Moi quand elle revient, je la revérifie une fois de plus, ce n'est jamais arrivé jusqu'ici qu'un client me retourne un produit et que je me dise ah bah oui elle est fausse donc laisse tomber, elle la remet pas en vente. Si elle est bonne pour moi, je la remets en vente, mais au moins mon client n'est pas en mode waouh il m'a arnaqué, il m'a vendu une paire fausse et j'ai rien pu faire avec. C'est quoi les trucs que tu regardes sur une paire de chaussures pour voir si elle est fausse? Alors nous, c'est quoi les grands gimmicks Alors il y a une chose qui change pas sur toutes les paires de chez Nike notamment, c'est les polices d'écriture. Les polices d'écriture sur les étiquettes, que ce soit l'étiquette de la boîte ou l'étiquette de la paire, ne changent pas. C'est toujours les mêmes. Donc le logo doit être placé de la même manière, les polices d'écriture doivent être épaisses d'une certaine manière. Et ça c'est juste de la sensibilité de moi j'ai l'habitude de voir cette paire-là. Ouais, t'as acheté 30 000 paires, donc j'espère bien que t'arrives à voir la police d'écriture. Exactement, donc j'ai l'habitude que la police d'écriture soit comme ça. Si elle est un peu différente, je le vois. Ensuite sur les paires neuves, il y a l'odeur. C'est bête à dire, mais les cols Nike ont une certaine odeur en particulier. C'est moins vrai aujourd'hui parce que Nike diminue la qualité des produits qui sortent, donc les récentes puent la colle, c'est un enfer. Mais sur certains produits, notamment les Travis, etc., on sait qu'elles doivent avoir cette odeur et pas une autre. Ça, c'est important. Et c'est un truc. Ok, je suis bluffé là. Bah, pareil, c'est de la sensibilité. J'ai vu 30 000 produits, donc je sais que ces produits-là doivent avoir cette odeur-là. Ensuite, on va regarder. Je vais faire le titre YouTube du podcast. Il repère les fausses chaussures à l'odeur. Le régal. Mais donc il y a ça, il y a l'odeur. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est les empiècements, donc la forme de la chaussure, comment est-ce qu'elle est fabriquée, les coutures, si elles sont bien droites. En dessous, sous la semelle, il y a un petit scotch qui tient les coutures de la semelle. Il faut qu'il soit de la bonne longueur. Et d'une paire à l'autre, c'est pas la même longueur. Et donc nous, on sait que, je sais pas, une Travis Phantom, ça doit faire cette taille-là. Une Travis comme ça doit faire cette taille-là. Et en fait, je le sais avec l'habitude parce que j'ai l'habitude de les voir, tu vois. Donc t'as ça. Et après, c'est tout bête, mais le discours du client. Ah, tu vois que. Souvent, quand tu demandes à la personne, tu l'as acheté où la paire et qui te dit c'est l'ami du cousin de ma sœur qui me l'a donné, c'est pas bon. De certains TikTok ou vidéos que j'ai vues, je me suis dit l'histoire elle est trop chelou. Ouais. Et est-ce que parfois tu sens quand même que l'histoire elle est chelou, pas forcément en mode vol, quoique parfois tu te dis putain en fait je l'achète mais l'histoire de comment il l'a obtenu elle est vraiment chelou. Honnêtement aujourd'hui quand j'ai un doute je prends pas. Okay. Et je le dis précisément au client, je dis honnêtement, alors que ce soit sur de l'authenticité ou de la provenance de la paire, ça arrive des fois que je dise à la personne je suis pas sûr de ce que je t'avance mais moi la paire elle me perturbe donc je te la prends pas. Parce que j'ai une image de marque à protéger, tu vois. Ouais, les gens, Et puis t'es en live. Ouais, exactement, tu vois. Non, mais au-delà même du show en live, demain je prends la paire, j'ai un doute, je la revends. Le client qui la reçoit, il a un doute aussi. J'ai sali mon image pour rien alors que moi-même j'avais un doute. Donc demain, si j'ai un quelconque problème avec un produit, je le prends juste pas. Et des fois, je le fais d'une manière plus ou moins détournée. Tu vois, des fois, il y a des clients, la paire est plus. Parce qu'il y a des paires d'occasion. Bah tu vas pas dire devant le client ta paire est plus, tu trouves une manière un peu détournée de le dire, tu vois. Ah c'est le moment où tu dis ah elle est un peu trop abîmée pour moi. Un peu trop pour moi, exactement. C'est ce que tu pues des pieds frère à un moment donné. Ça, des fois ça arrive, je le dis les gars, hein, si vous puez des pieds, nous on le sent. Vraiment nous on le sent, donc vraiment faites gaffe à ça, nous on le sent. Mais ouais non franchement c'est important, tu vois, faut faire attention à ça. J'ai jamais trop eu de problème avec des paires volées, même si des fois t'as un peu des suspicions. Moi de toute façon quand je trouve ça trop louche, je prends pas. Je vois très peu de femmes te revendre des chaussures. C'est vrai. Toi, t'es plutôt sur des paires d'hommes ou comment t'expliques le fait que même les gens qui t'achètent, c'est plutôt des hommes, non? Ouais, non, c'est quand même. En fait, moi, je l'explique par mon audience. Quand tu regardes mon audience sur les réseaux sociaux, c'est 90% d'hommes. Ouais. Pourquoi? Je saurais pas exactement te dire. Peut-être parce que je suis un mec, j'en sais rien, je saurais pas te dire la manière dont on s'exprime, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'hommes. Maintenant, on tend de plus en plus à avoir une sélection quand même femmes. Je pense qu'en dessous du. Donc pour moi, les tailles femmes, c'est entre le 36 et le 40. Excusez-moi les mecs qui font du 39, ça arrive, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour nous c'est notre sélection femme, exactement. Et grosso modo, on en a quand même beaucoup, je pense qu'entre le 36 et le 40, on doit avoir, je sais pas, une centaine de produits actuellement disponibles, donc on en a de plus en plus, tu vois. Donc tu sens que ça monte Ça monte, surtout que tu sais, on est placé dans Paris, on a beaucoup de touristes, donc les gens font leur shopping, tu vois, donc bien sûr qu'on a de plus en plus de demandes sur ça, ouais. Est-ce que, parce que t'as eu pas mal de vendeurs et donc de collectionneurs, est-ce que t'as un ou deux souvenirs de mecs qui t'ont bluffé par leur collection? Genre de mecs vraiment, tu dis waouh, eux c'est vraiment un autre monde quoi. Bien sûr, t'as plein de gens ils viennent avec une liste, il y a 850 paires dans la liste.
Et là, il te dit, tu m'achètes quoi? Non. Ouais, en fait, en gros, nous, l'un des problématiques qu'on a, c'est que je réponds très peu aux mails pour les achats. Pour une raison simple, qui est que comme on est sur les réseaux, si je devais répondre à tous les mails de OK, donc lui, il faut que j'aille regarder sur StockX, lui faire l'estimation, ça me prend du temps. Donc je dis aux gens, venez avec vos produits en boutique. Maintenant, quand tu as 800 produits, c'est compliqué de se déplacer avec 800 produits. Donc il y a des gens qui viennent en boutique avec la liste directement et qui en fait me disent voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu rachètes? Et j'ai 2-3 clients qui avaient genre 400, 500 paires, ils me disaient j'ai ça, qu'est-ce que tu rachètes? Je leur disais, et qui après en fait venaient, ils nous les amenaient par salve de 50, 60 et en fait nous les déposaient. Mais ouais, j'ai 2-3 clients comme ça qui viennent, mais ils ont tout. C'est simple, ils ont tout ce que tu peux imaginer. Et c'est lunaire, tu vois, j'ai des bons clients en moi qui ont même les paires de LV qui valent 5-6 000 balles, ils ont tous les coloris. T'es en mode, mais lunaire. Donc tout ce qui sort, tu peux être sûr qu'il est intéressé, qu'il va m'acheter, etc. Ok. Bon, c'est bien, au moins tu sais. Ouais, voilà, je sais que j'ai des clients qui vont acheter, mais tu sais que t'as des beaux clients. Dernière question. Les gars, si vous avez des questions, ou les filles d'ailleurs, si vous avez des questions supplémentaires, c'est maintenant, parce que sinon, moi j'ai posé toutes mes questions. Pendant qu'ils réfléchissent à leurs questions, est-ce que toi, il y a un thème que tu aurais voulu aborder? Parce que tu sais, parfois quand on vient dans un podcast, on dit j'aimerais bien parler de ci et ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des alors, on parle du God dans la chaussure. Ah, wow, alors bon, je savais que ce message, je suis désolé, je suis obligé de le lire parce qu'il est en majuscule et en plus c'est le troisième. Le premier j'ai esquivé, le deuxième j'ai esquivé, le troisième j'ai pas esquivé. Est-ce que tu peux m'évoquer? En plus, j'allais poser une question. C'est un peu, t'as envie de parler de quoi? Tu sais, ouvrir un peu le truc. Bon, alors, est-ce que tu veux me raconter l'histoire du God dans la chaussure, s'il te plaît? Alors, le God dans la chaussure. Faisons un bon clip TikTok. L'histoire est que, il y a pas très longtemps, et j'ai une cliente étrangère, je crois néerlandaise de mémoire, qui vient à la boutique, donc qui me parle anglais, et qui veut essayer un produit. Je dis, ouais, pas de souci, je prends le produit, de ça, je lui passe. Et en fait, il faut savoir que sur les paires neuves, on n'a pas d'embaucheur dans la paire parce que la paire est neuve, donc en fait, on sort rien de dedans, donc je lui dessale, je fais lacet, je lui passe. Le temps passe, c'était pour son enfant qui devait essayer la paire. Le temps passe, moi je fais mon tour, je vois avec les autres clients, etc. Je reviens au bout de 2-3 minutes, et puis je vois l'enfant à côté de la mère qui joue avec un truc dans la main, comme ça. Genre vraiment, il fait l'avion avec le truc. Et plus je m'approche, plus je dis putain, c'est un womanizer le truc. Tu vois. Et je me dis, waouh, c'est chaud. Et donc, je me dis, ok. Donc je regarde, je me dis non, j'ai du mal capté et tout. Et donc je me rapproche, je parle avec la daronne, et puis là, j'ai plus aucun doute. Genre, pour moi, c'est ça. Et je me dis, ok, bah c'est juste que c'est à elle, il sait pas ce que c'est, et en gros, elle lui a donné en mode, bah c'est ok, genre c'est son jouet, quoi. Il avait rien d'autre à lui donner, elle lui a donné ça. Bizarre, c'est chelou. Ok, dis-moi en plus, je te laisse cook là. Pourquoi pas, c'est ok. Je vois pas où t'atterris, j'ai hâte. Ah, mais crois-moi que l'atterrissage, il est catastrophique, c'est un crash là, plus qu'un atterrissage. Hein. Et donc, la daronne, elle prend le truc des mains au gosse sans regarder ce que c'est, en mode genre, vas-y, arrête de faire des conneries. Et regarde le truc, elle me regarde en mode, putain, mais maintenant je vais devoir lui expliquer ce que c'est. Moi, décomposition, je capte ce qui est en train de se passer, c'est que ce truc-là n'appartient aucunement à la daronne. Et le fait est que, on pense que la personne qui nous a vendu les chaussures initialement, c'était l'endroit où elle cachait ses gosses. Et que, en fait, moi j'ai regardé pied gauche, pied droit. Et donc, du coup, dans le pied droit qui était sur le mur, bah, le truc était toujours dedans. Et que du coup, bah voilà. Mon Dieu. Donc voilà, c'est l'anecdote du God. Et donc, à partir de ce moment-là, moi j'ai fui la vente, j'ai laissé un de mes vendeurs. Gère le bourbier là. Et moi je me suis barré, vraiment c'est un enfer. Alors, je suis obligé là d'aller plus loin dans cette histoire. Parce que t'as un registre. Tu sais qui te l'a vendu. Ah, je sais, on a regardé. Tu sais précisément qui te l'a vendu. On a regardé, on a fouillé, elle est plus jamais revenue. C'est un homme ou une femme? C'est une meuf. Mais en sachant que ça, j'en ai fait un TikTok, donc c'est sûr. Okay. Moi, ce que je me suis dit, c'est exceptionnel. Elle a vu le TikTok, elle a fait. Il était là. C'est sûr. Ça se trouve, elle l'a cherché. Exactement. Elle était comme ça. Putain, mais il est où? Je le trouve pas. Je vais encore devoir en acheter un. On se casse les couilles là. Et c'est sûr. Et là, elle a vu le TikTok et elle a compris. Elle s'est dit merde, je dois en racheter un. Et en plus, elle sait que tu sais. Parce que t'as sa carte d'identité. Elle sait que je sais. Mais, donc elle reviendra plus jamais. Elle est jamais revenue. T'as perdu une cliente dans cette histoire. Exact. Bon, après, non, moi ça me dérange pas, elle a le droit de revenir, il n'y a aucun souci. Hein, mais voilà, en tout cas, c'est des. Bon, reviens. Exactement, n'hésite pas. N'hésite pas à revenir. Juste vérifier qu'il n'y a plus rien dedans avant, mais reviens, il n'y a pas de souci. Ok, bon bah écoute, franchement, j'ai bien fait de lire ce message sur le chat. Est-ce qu'il y avait un autre sujet à part le God auquel tu voulais. En tout cas, tu voulais revenir? Est-ce qu'il y a. Je sais pas, un truc que tu veux partager, ou une thématique, ou une question même, qu'on ne pose jamais et que t'aimerais qu'on te pose? C'est une bonne question là que tu me poses une colle à je réfléchis, je prends les autres questions pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on peut me poser comme question? Alors, il y a une question basique, hein, mais ta paire de rêve?
Ma paire de rêves que j'ai... Jordan Off-White Chicago, ce serait ça ma paire de rêves que je n'ai jamais eu dans ma collection encore et que j'aimerais beaucoup avoir. Quand tu dis ta collection, est-ce que tout ce que tu achètes, tu considères que c'est dans ta collection ou ta collection c'est vraiment à Non, toi? c'est à part, c'est perso, dans le sens où moi j'ai 30 paires à moi qui sont à la maison et qui bougent pas. Et en fait, l'avantage que j'ai, c'est qu'avec la boutique, je fais beaucoup tourner ma collection. Parce que du coup, il y a des trucs qui rentrent, qui m'intéressent plus, donc je fais des échanges et ainsi de suite, tu vois. Mais j'ai une collection perso d'une 30aine de paires. Non, question qu'on aurait pu me poser. Est-ce que tu rachètes toutes les marques? Il y a un spectateur qui dit qu'il faudrait juste racheter plus de marques. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des marques que tu refuses d'acheter? Oui, en fait, on rachète honnêtement pas du tout. On rachète comme en grande majorité du Nike. On achète pas mal de collaborations après sur les autres marques, genre New Balance, genre Salomon, genre Saucony, tout ça. Enfin, c'est des Mais paires. c'est plutôt des éditions limitées en fait. Exactement, ça Ouais. reste quand même des éditions très limitées. On n'ouvre pas énormément. On a quand même ouvert plus. On achète beaucoup plus de paires qu'avant, pour être honnête. Mais le souci, c'est qu'il faut les vendre, les paires derrière. Et comme on a un sujet de turnover qui doit être très rapide, c'est compliqué d'ouvrir d'autres choses. Je sais qu'on nous demande beaucoup récemment les Air Max 180 et les Air Max BW. On vous a entendu, dès qu'on nous en ramène, je fais tout mon possible pour les racheter. Mais à part ça, c'est pas facile. Est-ce que tu as des discussions avec les marques en direct, par exemple Nike? Mhm. Est-ce que tu as des discussions avec eux? Est-ce que tu as l'impression qu'ils aiment bien le travail que tu fais? Est-ce que ça les fait chier les gens qui ont créé un business comme toi un peu parallèle? Je dirais même presque à certains endroits parasite, tu Ouais, vois? bien sûr, carrément. Parce que les gens qui viennent dépenser chez toi, bah, ils vont pas dépenser chez eux. Bien sûr. C'est quoi la relation que tu as avec ces grosses boîtes? Alors au global, Nike, je prends Nike en toutes les grandes marques, n'aiment pas les gens de mon domaine. Parce qu'entre Ok. guillemets, si tu l'as dit toi-même, les gens plutôt que de venir acheter une nouvelle Jordan 1 chez eux, ils vont acheter une Jordan 1 chez moi qui a déjà été vendue, donc ça leur rapporte rien du tout. Maintenant, j'ai été agréablement surpris, il y a à peu près 2-3 semaines de ça, j'ai des designers de chez Nike qui sont venus nous demander leur avis sur des sorties à venir. Attends. Il y a des designers de Nike qui sont venus chez toi et Choqué. t'ont dit, et comme ça, mais pas prévu. Pas prévu. Et en fait, le mec vient, il dit voilà, on travaille pour Nike, c'est une équipe, ils étaient genre 5-6. Ils nous ont dit voilà, en gros, déjà, on aimerait avoir ton avis sur ce qui sort, qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce que les gens cherchent, etc. Et ils nous avaient 2 samples, lesquels je vous dirai pas, mais ils avaient 2 samples de paires qui vont sortir dans les mois à venir. Ils me les ont montrés. Et suis j'ai choqué. trouvé, et en fait, ils me demandaient mon avis sur qu'est-ce qui devrait changer, qu'est-ce qui selon moi marche bien, pourquoi ça marcherait bien, pourquoi ça marcherait pas. Et j'ai été très agréablement surpris, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils viennent parce que ce qui se dit et ce que moi j'ai lu, c'est que Nike se prend un peu une vitesse par Adidas en ce moment, Mhm. en tout cas depuis quelques mois, Ouais, même voire par années, plein d'autres marques. et par plein d'autres marques. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi à un moment donné un truc de il faut qu'on aille voir nos meilleurs clients, ceux qui connaissent le terrain, tu vois, et je sais pas si vous en avez discuté un petit peu, peut-être que tu peux pas me dire, mais c'est un peu c'est intelligent de leur part. Bien tu vois, sûr, de ouais, faire ça. clairement. Moi, c'est ce que je disais, c'est que en fait, nous, on doit plus vendre leurs produits que eux. Dans le sens où c'est bête à dire, mais Nike, leur marketing, il est fait, entre guillemets, Ouais, tu mets bien la sûr. paire sur l'appli, elle va se vendre quoi qu'il arrive. Non, Alors, et puis peut-être- tu payes Mbappé ou Voilà, Dembélé exactement, ou un golfeur, enfin, n'importe tu quelle vois. personne, c'est fait, c'est parti. Nous, un client qui vient en boutique qui hésite entre 2 paires, on doit connaître l'histoire de la paire, lui expliquer pourquoi celle-ci ou celle-ci est mieux, et donc on doit plus vraiment s'intéresser au produit. Et donc, eux, ils sont venus vers nous en disant, voilà, vous savez ce que nos clients achètent, et ce que enfin, ce que les gens cherchent réellement. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Tu vois, ils m'ont dit, si tu veux pas nous dire, je comprends, parce que en fait, ils me disent, c'était même pas officiellement Nike, hein, eux, ils travaillent chez Nike, mais ils ont profité d'être sur Paris pour venir nous voir, tu vois. Mais ils ont dit, c'est pas un truc officiel du Ils tout. ont fait une petite enquête, quoi. Exactement, ils ont dit, nous, on travaille au design, et on est vraiment intéressé par ça, on va avoir tes retours, tu vois. Et c'est normal, nous, encore une fois, on doit vendre leurs produits, donc on sait ce que les clients, enfin, ce qui touche les clients et ce qui les touche pas. On est d'accord, toi, tu fais que de la revente, il n'y a pas de marque qui t'envoie des paires neuves. Non, il n'y a aucune marque qui m'envoie des paires neuves. Je fais du neuf que sur les vêtements. On est retailer de vêtements, mais on n'est pas retailer de chaussures. Et il n'y a aucun retailer qui nous envoie les produits. Et c'est logique. Pour le coup, c'est complètement logique. Est-ce que tu crois au resell? Parce que j'ai lu, pareil, tu vois, en me renseignant, j'ai vu la mort du resell, t'en as parlé chez Camino, etc. Mhm. C'est quoi ton avis aujourd'hui? T'es confiant pour l'avenir? Moi, je pars du principe que les gens, ils ont 2 pieds, 2 jambes. Et donc, du coup, ils ont forcément besoin de chaussures. Et donc, quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui chercheront des produits un peu limités, des couleurs un peu différentes. Le panier moyen baissera peut-être, mais le resell continuera. Et on le voit, tu vois, nous, mon panier moyen, il y a 3 ans, c'était 250 €. Aujourd'hui, c'est 190. Voilà, le panier Mais tu moyen fais a plus de baissé, volume. mais je fais beaucoup plus de volume. Et les gens auront toujours besoin de chaussures. Enfin, c'est bête à dire, il y a des fois des paires que je vends sur le site à 50 €. Hein. 50 €, c'est le prix d'une paire chez Decathlon. Ouais, Donc, 100%, ouais. c'est l'entrée de gamme, tu vois. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison que le resell s'effondre. Et si demain, ça s'effondre parce qu'il y a autre chose qui le remplace, parce qu'on ne porte plus de chaussures, bah, on saura s'adapter pour vendre autre chose, tu vois. Est-ce que tu as pu réfléchir au sujet dont tu aurais voulu parler ou au final on a tout vu? Je crois qu'on a tout vu, je réfléchissais, je crois que j'ai rien de particulier à dire en plus. Hein. Je crois que franchement, on a tout traité. Hein.
moi, j'ai posé toutes les questions. Je voulais que ce soit un peu, tu vois, une forme de masterclass sur ton business, Carrément. mais aussi ton mode de vie, parce qu'il est très particulier. Mais je pense qu'il correspond beaucoup à la perception de l'entrepreneuriat que beaucoup de jeunes peuvent avoir. Et je trouve que c'est passionnant d'entendre ce qui a fait ton succès. Et j'entends et je lis à travers ce que tu dis des choses où je comprends et je me dis que tu as un avenir de fou devant toi. Et je trouve ça assez bluffant. Merci Le beaucoup. marché du resell, le marché de la sneaker, c'est un marché énorme. Hein. La sneaker, on parle quasiment de 100 milliards d'euros de marché au global. Évidemment, le resell, c'est plus petit, mais c'est quand même un marché de niche et ultra Ouais, premium carrément. dans ce secteur-ci. Et c'est quand même assez dingue de voir jusqu'où ça peut aller. Et puis, ouais, t'es au croisement un peu, comme tu le disais, des cartes Pokémon, ce côté un peu collection. Et c'est hyper intéressant. Et surtout, la manière dont t'as percé sur les réseaux pour avoir un coût d'acquisition en fait, qui est de zéro. Là où With The New, qui était le plus gros acteur, s'est planté à Ouais, cause bien du sûr. coût d'acquisition. Je trouve que c'est passionnant. Donc, moi, j'ai pas d'autres questions. Je te remercie sincèrement d'être venu. Merci à toi, franchement, tout le plaisir est pour moi pour le coup. C'était un vrai kiff. Merci à tous ceux qui ont écouté, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire, Exactement. à en parler à vos amis comme d'habitude. Et ceux qui étaient là sur le live Twitch, merci beaucoup, vous avez été nombreux. On est monté on est 1004 là, donc on est vraiment monté malgré des bugs techniques, malgré des trucs dans tous les sens, et sur des thèmes qui sont pourtant des thèmes un peu de niche, tu vois. Ouais, carrément. Et je suis toujours surpris de voir à quel point on peut faire venir des gens. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne. On fait un stonks en général par semaine. Parfois on décale un petit peu comme ça a été le cas parce qu'il y a des problèmes de disponibilité de matériel. Mais franchement, c'était un vrai kiff. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci les gars et les filles dans le chat. Merci d'être venus aussi nombreux. Et on se capte dès demain pour un nouveau live. À plus la famille. Ciao, ciao, Attendez, l'équipe. il faut que je mette... Où est la... Ah, j'ai perdu la souris. Voilà. Le vieux monsieur. Merci beaucoup les gars. À plus. Bye 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 bye.